tous. Je sais Hello pas tout si le monde. hello, hello. Si, si, on t'entend nickel. J'adore ce Attends, petit, hop, je vais baisser le ce son. petit J'ouvre jazz du mon. début. Ça met une bonne ambiance, je trouve, c'est T'as génial. vu? Ça te met dans la vibe, tu vois. T'es là, t'es en attente, et puis bah, dès que c'est parti, c'est Exactement. parti. La prochaine fois que je fais un live avec toi, je pense que vous allez voir, je vais inventer une choré. Rien que pour ça. Oh, ok, c'est annoncé, hein. Attention, Ça, c'est c'est noté. annoncé. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, j'envoie juste mes petits messages partout, et puis on est parti. Allez, Hop c'est là, parti. nickel. On a Salut à les tous, messages j'espère que habituels. vous allez bien. Armand, Sylvain, Fabien. Les riffs des guitares, etc. Ah, trop bien. Bien Ouais, sûr. Sylvain, Armand, Mathilda, Benjamin, Fabien. Salut tout le monde. On reconnaît les habitués. Je nous laisse comme ça, en vue, on voit tout le monde. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, ce soit un peu différent, qu'on échange, tu vois, ensemble sur l'année de Webflow et l'année de son écosystème, parce que c'est là où on va prendre du temps là-dessus, sur comprendre comment l'écosystème de Webflow a bien évolué et comment il a permis d'ouvrir le champ des possibles. Enfin, c'est vraiment la grosse année, l'année charnière 2022. Donc, on va revenir là-dessus. Salut Anne, salut Canagan. Je ne sais pas forcément si je dis ça bien. Canagan. Euh, je le prononce à la Milan aussi. Donc, voilà. Non, ça va, là, c'est parfait. Je vais pas refaire un truc sur mon prénom, c'est bon. Vous regarderez le Ça live marche. précédent. Exactement, live de vendredi dernier. Salut tout le monde, salut Hugo, salut François, je vous vois aussi à nous rejoindre. Bon, ouais, installez-vous tranquillement. On part sur le dernier live spotlight de l'année. Donc, il est un peu symbolique quand même. J'avoue que ça me fait plaisir. Je les ai pas comptés. J'aurais dû les compter juste avant. Je crois qu'on doit être à une petite vingtaine. On ne doit pas être loin d'une petite vingtaine. Donc franchement, Pas franchement, mal bien quand même. je suis bien content quand même. C'est quoi l'objectif pour l'année prochaine? Par rapport au Live Spotlight, va y avoir deux choses. Il faut que j'améliore le format pour le rendre peut-être encore plus interactif, et j'aimerais avoir aussi une qualité de replay bien meilleure. Donc, à voir si Butter, on reste dessus, ou si je suis en train de tester un peu d'autres solutions, notamment un stream classique. Donc, bon, on va tester ça pendant cette fin d'année, et puis on verra bien. Mais ouais, l'objectif, c'est, tu vois, on était à 1 toutes les 2 semaines avant. Là, pendant le mois de décembre, on a accéléré un peu la charge. Et ben, je pense que ouais, à partir de 2023, ça peut être bien un par semaine. Un par semaine avec un par semaine. invité. En Tu vois, vrai, si jamais tu en fais quasiment toutes les semaines, on va dire il y a 52 semaines par an, tu vois, si déjà tu arrives à en faire, on va dire 40, ouais, ça commence déjà à être costaud. 40 ouais, quali. Moi, c'est un des objectifs que j'ai aussi avec Uncut School, mais pour le coup, moi, des lives plutôt sur LinkedIn. ok. 40, Ouais, il faut s'énerver un petit peu, être là tous les jours et produire du contenu de qualité, c'est costaud. Ouais. c'est costaud, Ouais. mais c'est faisable en tout cas, surtout quand Et tu as une communauté comme la tienne. bah, tu vois, l'objectif, c'est vraiment que ça remplace le live du jeudi soir. Le live du jeudi soir, je pense que c'est un truc qui va sauter. Parce qu'un live en solo où on suit quelqu'un faire du dev, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant, et encore moins en replay. Et je préfère avoir un live avec une collab, 2 personnes ou plus qui échangent. Et je pense qu'on va rester sur ce format-là. Carrément. Et du coup, on va refaire un peu la grille du planning voilà, pour la rentrée 2023. Salut Ben et Bac qui nous rejoignent. Salut Julien. Salut tout le monde, installez-vous. Je cherche aussi le jeu de mots, mais je ne l'ai pas. Rarement, je ne sais pas du tout quel jeu de mots tu nous parles. Salut Laurent, salut Louis. Bon, on va pouvoir démarrer tranquillement si vous voulez. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un gros récap de ce qui s'est passé en 2022 au niveau de Webflow, au niveau de son écosystème, au niveau de FinSuite, de Flowbase, de Realium, de tout ce qui existe. Et l'idée, c'est pas simplement vous lister tout ce qui se passe, parce que je pourrais directement vous envoyer le lien de la page d'update de Webflow. L'idée, c'est vraiment d'aller bien plus loin et de comprendre ce que ça change dans la conception web no-code, et potentiellement quelles sont les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour 2023, des nouveaux services, des nouvelles prestations que vous pouvez proposer, etc. Donc on va revenir là-dessus. Je sais que moi j'aurais plus un avis très cartésien sur voilà, il y a ça qui sort, je vous fais une liste de ce qui sort, etc. Et je vous donne mon point de vue en tant que dev Webflow. Et je sais que Milan aura une vision un peu plus large, sans doute, voilà,
pour nous faire des comparatifs avec d'autres outils de la sphère. Donc, ouais, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on essaye ensemble, finalement, aussi de s'interroger sur ce qui se passe sur Webflow, c'est-à-dire les changements qui se font, c'est effectivement la roadmap de Webflow, mais Webflow, ils savent très bien qu'ils s'inscrivent dans un écosystème, et donc par conséquent, comment eux, ils choisissent finalement par rapport aux concurrents d'accélérer sur telle ou telle feature, parce que ça peut valoir le coup. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Et le second, c'est de savoir finalement, en tant que professionnel de Webflow, comment l'année prochaine, on peut essayer de tirer notre épingle du jeu en choisissant telle ou telle techno ou telle vision de l'écosystème pour continuer d'une part à progresser et d'autre part à essayer peut-être de proposer des produits de toujours meilleure qualité avec du Webflow effectivement et potentiellement d'autres choses. Et je pense que les années où on ne faisait que du Webflow, elles sont derrière nous. Aujourd'hui, on est vraiment. Et 2022 a été cette année vraiment charnière où aujourd'hui, je ne connais pas un seul site qui n'a pas du Webflow avec du JS ou du Webflow avec du FinSuite Attributes, du Webflow avec du. On ne va pas forcément s'attarder sur d'autres outils de code, mais du Zapier, du Make. Il y a vraiment. Webflow n'existe plus seul et on va l'utiliser dans 1001 solutions, pour 1001 applications avec 1001 solutions. Donc ça, c'est ce qui va être aussi très intéressant de voir un peu ce qu'on peut faire avec Webflow, quel autre système on peut venir connecter. On va parler de SEO, on va parler de gain de temps sur du wireframe, voilà, il y a pas mal de choses. Même avec l'arrivée des Logic, on va en parler aussi Ben juste après, c'est un gros sujet aussi. Donc vous allez voir, il y a plein de sujets, mais on va prendre le temps. Et je le rappelle, avant qu'on se lance, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, la moindre chose qu'on oublie, que vous souhaitez relever ou mentionner, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ou alors, on est sur une session un peu spéciale. Vous voyez là, on a vraiment la vue grille. Donc n'hésitez pas à lever la petite main à gauche et comme ça, on vous donne la parole et on pourra en parler directement avec vous de vive voix. Donc ça peut être encore plus cool, encore plus vivant. Trop bien. Top. Je te propose qu'on commence avec un petit récap de 2022. J'ai fait un point, j'ai séparé ça en 5 points, 5 thématiques. Et je pense qu'on peut s'arrêter à la fin de chaque thématique pour au moins réagir un petit peu et ensuite faire un état des lieux un peu général et que tu puisses nous dire un peu ce que tu en penses, ce que tu imagines, etc. Je vous fais un point, hop, tout de suite. Il faut juste que je retrouve mon lien. Il est là. Super. Évidemment, je vous mets ces ressources-là, elles sont issues de la page, comme je vous disais tout à l'heure, la page update de Webflow, qui nous liste à chaque fois les différentes mises à jour. Et donc là, j'ai repris ce qui est sorti un petit peu en 2022 pour, mine de rien, voir où on en était au 1er janvier 2021. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on a la tête dans le guidon, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué et je trouve ça assez intéressant. Il y a 5 grandes thématiques, donc comme je disais, l'amélioration de la collaboration, on va dire la collab, les performances, les services annexes, un espace pour les créateurs et des fonctionnalités graphiques. On va commencer par la collaboration. En 2022, la collaboration, elle a vraiment passé un cap dans le sens où jusqu'à là, on était plusieurs sur un même compte et puis on se connectait à la même adresse mail ou alors on avait vraiment un accès ultra limité et au fur et à mesure de 2022, on a gagné en flexibilité. Chaque personne pouvait avoir son propre accès, ses propres spécificités, enfin ses propres rôles et du coup avait accès à des fonctionnalités avancées. Et donc on a meilleure visibilité sur quel membre travaille sur quelle page. Ça, c'est une des premières nouveautés. C'est vraiment le fait de pouvoir voir quel membre travaille sur quelle page. Rien de plus simple. Ensuite, on a eu la grosse nouveauté qui est le changement, le renaming et le changement technique. Les accounts deviennent des workspaces et donc introduisent cette nouvelle notion de collaboration directement dans le pricing. Donc ça, c'est un gros changement qui a, et on reviendra juste après, du coup, changé aussi le pricing de Webflow. On a 2 choses qui sont pour le moment, de ce que j'ai vu, uniquement réservées aux entreprises, mais il y a l'arrivée du page branching qui a été dévoilé du coup en octobre dernier pendant la Webflow Conf, octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc pendant la Webflow Conf, le page branching, donc un système à la GitHub pour venir travailler sur juste une branche, une page spécifique et puis remerger, donc réunir l'ensemble pour réunir un projet complet. Donc qui va vraiment aller encore plus loin. Et là, on ne va pas avoir la collaboration avec un designer et plusieurs éditeurs, mais vraiment là, plusieurs collaborateurs qui peuvent travailler chacun sur leur page. Donc on a vraiment cette notion d'équipe. Ça, c'est un très gros truc. Je pense que ça a été un casse-tête à développer, mais c'est horrible.
Par contre, en termes de puissance, c'est assez impressionnant. J'ai hâte de pouvoir jouer un peu avec pour me rendre compte de comment ça fonctionne. Et on avait un autre rôle qui, perso, moi, m'est passé complètement inaperçu pour moi. C'est les entreprises aujourd'hui, donc les profils, les plans entreprises, les plans Workspace Enterprise, peuvent ajouter de ce qu'on appelle des limited designers. Et c'est des personnes qui ont la possibilité de venir travailler dans le designer et qui ne peuvent que construire avec des classes existantes ou des symboles. Donc c'est la version entre deux, on a un designer et des collaborateurs, et on a plein de collaborateurs, enfin plein de designers, du coup avec le patch branching. Et ben, entre deux, on avait cette option d'avoir un limited designer, donc quelqu'un qui ne peut travailler qu'avec ce qui est existant et ne va pas pouvoir créer une nouvelle classe, créer de nouveaux symboles, etc. Ça, je ne l'avais jamais vu passer. Et pour le coup, je trouve ça assez intéressant si c'est juste quelqu'un qui vient, par exemple, créer de la landing page ou autre et doit avoir un accès un peu sécurisé. Ça, tu vois, je pense que c'est typiquement un truc qui peut être hyper intéressant pour la partie, je sais pas, tu peux imaginer en fait un gros designer qui aurait fait tout le design system, il aurait tout documenté et ensuite il aurait formé potentiellement des gens un peu au marketing qui aiment ça et qui font des landing pages, qui connaissent en fait Webflow, mais il faut éviter de tout péter. Et donc du coup, en fait, ils ont quelque chose dessus. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Après, sur le côté collaboration, mais là, je pense que sûrement toi ou dans le chat, la réalité, c'est que moi, le Webflow que j'ai fait, je ne l'ai jamais fait de manière collaborative avec beaucoup de designers. Et donc, du coup, je ne sais pas à quel point c'est vraiment galère de bosser dessus. Donc, moi, je suis très intéressé s'il y en a qui ont des retours en fait, sur le sujet, parce que je me demande à quel point ça demande vraiment de discuter qui est en charge de quoi. Est-ce que du coup, il y a un lead designer Webflow et ensuite des gens qui sont en dessous. Je ne sais pas trop comment ça s'organise. Ça va aussi probablement permettre de structurer des équipes de designers aussi dessus. Ouais. Je pense que ça, c'est un peu les interrogations que j'ai sur ça, sur ce côté. C'est ça, on avait cette notion de rôle et j'ai plus tous les rôles en tête, mais en effet, il y a des rôles où tu peux travailler dans le designer et publier le site, par exemple, en prod. Et il y a d'autres rôles où tu peux uniquement travailler dans le designer et le publier, du coup, en pré-prod, mais tu ne pourras pas le publier en prod. Donc, tu vois, par exemple, ça fait un genre de sécurité pour, en effet, un lead designer ou un gestionnaire de projet qui doit, lui seul, avoir la possibilité de venir publier le site en prod. Ça peut être intéressant, déjà. C'est un premier step. Et tu vois, le dernier point, qui est pour moi la plus grosse nouveauté, la nouveauté la plus intéressante au quotidien, en ce qui concerne la collaboration, c'est l'arrivée du profil d'invité, l'accès guest, pour tous ceux qui ont un plan freelancer et agency, où en gros, jusqu'à littéralement il y a 2 mois, jusqu'à il y a 2 mois, on avait l'email et le mot de passe de notre client. On se connectait sous son nom avec son compte, donc à son compte Webflow, et on venait travailler en son nom directement. Et du coup, c'était compliqué parce qu'en effet, quelqu'un d'autre de l'entreprise pouvait se connecter avec la même adresse mail, le même mot de passe. Dans ce cas-là, les deux étaient éjectés pour que la bonne personne puisse se reconnecter. Et donc, c'était vite compliqué. Et si on voulait contourner ça, il fallait un workspace avec de la collab. Donc tout de suite, on paye à chaque siège. Et pour un client, ce n'est pas forcément intéressant de payer un siège vide pendant 90% du mois et pendant le 10% restant où on a besoin de faire une petite modif ou autre, on a quelqu'un qui vient travailler directement. Et donc là, on a cet accès guest qui est gratuit, qui nous permet à nous, freelance, en plan freelancer ou en plan agency, de rejoindre le compte de notre client pour venir faire des modifs, etc. Et aujourd'hui, on a du coup un petit menu drop-down qui permet de switcher rapidement. Donc ça, c'est un gros point et un gros gain de temps pour les freelances, je trouve. Pour aller assez vite ensuite sur les 4 autres points, on a dans la lignée 2021 l'amélioration des performances. Donc là-dessus, c'est surtout des en gros, plus d'items dans le CMS, des chargements plus rapides, notamment dans l'interface designer des items du CMS, publication des sites lourds plus rapide, suppression d'items et publication d'items CMS sans avoir à publier tout le site. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, si on ajoute du contenu, le nouvel article peut se publier beaucoup plus rapidement puisqu'on ne publie pas l'entièreté du site. Dans un souci aussi de performance, donc ils ont ajouté le support du format WebP, qui est un format qui comprend à la fois la transparence et un faible poids pour les images. Donc un mix de JPEG, PNG adapté pour le web. Format créé par Google. Hein, donc, en plus, ouais. WebP pour les images, WebM pour les vidéos.
Et donc vraiment, voilà, hyper adapté pour le web de manière générale. Et puis, dans cette logique-là, d'avoir toujours plus d'items CMS, toujours plus de possibilités offertes, on a l'arrivée du membership en bêta ouverte avec voilà, cette notion d'utilisateur, de membre utilisateur. Et puis le e-commerce aussi. Bon, je m'attarde très rapidement dessus, mais pareil, hein, on peut avoir plus d'items dans son CMS e-commerce, même si aujourd'hui je recommande toujours pas de faire de e-commerce avec Webflow. Mais voilà, un petit peu en termes de perf, c'est surtout un plus partout, c'est ce qu'il faut dire. Tout est plus rapide, tout est plus. Par contre, je pense qu'on peut le soulever, et c'est là où 2023 va être, je pense, intéressante, c'est que en fait, en 2022, le gros sujet de Webflow, c'était la perf. Et donc, en fait, ils ont bossé en fait comme des dingues sur ce sujet-là de performance. Et là, en fait, ils sont en train ensuite d'ajouter dans la roadmap du coup d'autres fonctionnalités. Donc, le vrai sujet, c'était la performance. 2022, c'était peut-être un peu moins sexy au début parce que finalement, il n'y avait pas trop de méga news. Au final, ça avançait pas trop et on voyait d'autres éditeurs qui shippaient à mort. Eux, ils ont fait un gros travail de restructuration. Et là, je pense que ça va envoyer du bois en 2023. Bah, tu vois, ils ont commencé un petit peu à le teaser, mais l'arrivée du membership, enfin pas de membership, du multilangue dans Webflow. Alors actuellement, c'est encore, voilà, ça a juste été cité. C'est vraiment aussi le produit, le bénéfice de cette optimisation-là. Sans avoir retravaillé le CMS, c'était impossible d'ajouter du multilangue. Donc clairement, là, on va arriver sur des fonctionnalités aussi intéressantes. Ça va être très très excitant pouvoir jouer avec ça. Le multilangue, attends, on va en reparler après ou pas? Parce que là, il y a quand même un sujet sur le multilangue en vérité, là, avec ce qui s'est passé en plus. Il y a un gros sujet. Je pense qu'on va pouvoir en parler juste après quand on parlera des outils un peu annexes, FinSuite, Trillium, Flowblaze, Weglot notamment, etc., Polyflow. On va en reparler parce qu'en effet, il y a des très très gros sujets et des sujets assez douloureux. Je fais un point aussi sur pareil, un sujet que je connaissais assez peu parce qu'il me touche assez peu, c'est tous les services annexes que propose Webflow. Parce que Webflow, au-delà de simplement vous donner à disposition un outil pour les plans entreprises, les plans qui payent le plus, il y a également une part de services. Webflow propose des services, comme par exemple l'installation d'un système de reverse proxy. Donc, pour tous les plans entreprises, Webflow propose une presta dans laquelle il vous accompagne pour aller mettre en place un reverse proxy. Même chose, les clients en plan entreprise ont désormais un support téléphonique. Voilà, c'est tout nouveau. Nous, les gens du peuple, on va dire, on a le support de Webflow. Les experts Webflow ont un support dédié. Et puis, les entreprises ont également un support encore plus dédié avec un support téléphonique. Et puis, on a deux choses. L'arrêt du client billing, donc le système qui permettait de gérer une maintenance potentielle, donc de surfacturer le client pour que derrière, Webflow puisse récupérer sa partie et que nous, on puisse récupérer notre marge. Ce système-là s'est arrêté donc en 2022. Webflow a proposé une solution alternative qui s'appelle Banzai. Moi, j'utilise fréquemment GoCardless. Et après, voilà, ça dépend de l'approche de chacun, si on veut facturer, etc. Ça, c'est vraiment en fonction du projet. Et puis, on a surtout, je l'ai mis ça dans Service Annex, mais le pricing de Webflow qui a grandement évolué, à la fois sur les comptes, donc les nouveaux workspace, et également sur l'hébergement. Et l'hébergement, vous avez sans doute reçu une petite notif dernièrement qui vous dit la période de grâce prend fin, c'est maintenant que les nouveaux pricing s'appliquent, etc. Et donc ça va piquer. Ouais. Là, on passe par exemple pour un plan qui est, je pense, le plan le plus commun, le plan CMS, qui était à $19 par mois en mensuel, il passe à 23. Ah bon voilà, c'est même 24, je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Ah bah tu vois, peut-être 24 en... Alors, j'ai plus les chiffres ah non, t'as raison, c'est peut-être du dollar, après, je sais pas trop. Mais oui, en effet, on a des augmentations un peu partout, sur les plans de base, sur les plans de, donc les plans de workspace et les plans d'hébergement. Donc, il faudra surveiller ça. Pensez à prévoir le coût quand vos clients, ou si vous gérez le paiement pour vos clients et que vous les refacturez derrière, pensez à prévoir le coût parce que vous allez être prélevé un peu plus à partir de 2023. Et puis, je m'arrête sur deux choses. Je vais terminer par la moins intéressante, je trouve, et ça fera un peu écho à ce que je dirais à la toute fin de la session. On va commencer d'abord par le marketplace. Ça, c'est ce nouvel espace pour les créateurs. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Le marketplace qui comprend plusieurs choses. Les profils experts,
Les profils créateurs, qui sont donc nos profils publics, qui vont contenir désormais nos projets clonables, ou enfin qu'on décide de mettre en ligne de manière publique sur le showcase, qui devient aujourd'hui également le Made in Webflow. Donc on va avoir, je rappelle, le profil expert, profil créateur, le showcase qui devient le Made in Webflow. On a également le la marketplace des applications, parce que ça c'est aussi un très très gros point. Gros Des point, ouais. applications qui arrivent en interne et sur lequel je pense qu'on reviendra aussi juste après avec toi, Milan, parce qu'il y a un très gros sujet là-dessus. Et puis on a alors c'est pas vraiment dans la marketplace, mais on a également, et c'est dédié aux créateurs, une toute nouvelle documentation pour les développeurs qui souhaitent travailler avec Webflow, créer des applications et travailler avec Webflow. Donc ça, c'est pareil, c'est tout nouveau et je pense que ça permet à beaucoup de gens de potentiellement, trouver des nouveaux clients via Webflow directement, avec ses profils créateurs, avec le showcase, avec la marketplace, marketplace de template, de librairie, etc. Et puis, ça permet à des clients de trouver des profils experts directement, ou alors de trouver des références avec le showcase, et puis également à des profils qui souhaitent créer du contenu autour de Webflow, du contenu, donc soit des templates, soit des clonables, soit vraiment pour le coup des applications pour aller décupler les possibilités, et d'avoir un espace où partager ça. Donc ça fait un peu le récap. Collaboration, performance, service annexe, fonctionnalité graphique et espace. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé des fonctionnalités graphiques. Je fais un tout petit point dessus, c'est hyper léger. Les nouveautés, c'est quoi? FlexGap, bon, très très intéressant, mais pas forcément le temps de s'attarder dessus. Le bouton play pause pour les backgrounds vidéo, là encore, bon, une petite fonctionnalité en plus. Et les fonts de variables, donc les polices d'écriture variables qui sont désormais intégrées nativement dans Webflow. Voilà. Et les composantes. Les Et symboles les qui deviennent des composants. Et ça, moi, je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment le truc sexy parce que Ouais. de pouvoir, en fait, les composants, ça sera du coup à l'intérieur d'un projet. Mais en fait, tu vas pouvoir te faire ensuite des composants réutilisables Ouais. dans ton workspace et ensuite partageables avec tous tes trucs. Donc, C'est ça. ça, je trouve ça assez sexy. Et tu vois, je regardais un live sur une autre app qui s'appelle WeWeb. Ouais. Probablement, il y en a qui connaissent ici. Ils sont en train de travailler sur un truc similaire. Et ça, par contre, je pense que c'est de la balle. Parce que tu vas vraiment pouvoir, en fait, quand tu as des clients, tout le monde veut un peu la même chose. Il y a des trucs, tu as un peu galéré sur ça. Et ensuite, de pouvoir les remettre par la suite dans d'autres projets. C'est assez cool, assez sexy. Donc, moi, je pense que ça, c'est un gros truc. Et C'est un une très gros belle truc. nouveauté. Ouais, ça, je l'avais ajouté dans la partie Ah, performance. pardon. En effet, je pense qu'en effet, c'est vraiment lié au perf aussi. Le fait d'aller vraiment, tu vois, chercher des éléments transverses à plusieurs échelles. On peut concevoir, enfin, on peut mettre une icône en tant qu'élément transverse, en tant que symbole, puis ça également dans un bouton, puis ça également dans un truc. Enfin, vraiment, là, on va commencer à systémiser, enfin, design systémiser, si le mot existe, nos projets Webflow. Et là, ouais, en termes de puissance, c'est royal. Un client qui a plusieurs sites, il a sa base, un projet, son design système Webflow, et ensuite sur d'autres projets Webflow. Et vraiment, hein, on insiste là-dessus, c'est à l'échelle de projet, c'est là où c'est encore plus fort. On va pouvoir les réappeler, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. J'ai fait le tour des nouveautés. Est-ce que tu voulais rebondir dessus? Peut-être parler un petit peu de comment ça va impacter aussi le milieu, comment ça... Alors, en tout cas, sur les news, globalement, qu'est-ce qui m'avait marqué? J'ai pas grand-chose, effectivement, à rajouter. Tu vois, bon, les composants, moi, ça m'avait pas mal marqué parce que c'est des trucs dont j'ai eu besoin, en fait, donc je trouvais que c'était intéressant. On n'a pas parlé de la partie logique Ouais. non plus. Qui est encore en bêta fermée, c'est pour ça que j'ai essayé Ouais, qui est encore en bêta fermée. Ce que j'ai noté d'intéressant, c'est notamment, il y a un nouveau bouton, en fait, HTTP request, qui va être intéressant parce que là, si on peut faire des get posts et peut-être même des update delete, du coup, ça peut être des choses qui sont assez intéressantes. C'est encore un peu technique. Du coup, je pense que, là, on voit très bien que, en fait, Webflow, c'est pas vraiment pour les débutants. Il faut vraiment se former, en fait, à fond dessus parce que sinon ça va être complexe. Mais par contre, ça montre quoi sur la logique? Ça montre que aujourd'hui, ce que vous avez fait, qui est du front, ça sera plus suffisant et qu'il va falloir s'intéresser au back, aux API ou autres. Et ça va être un sujet, je pense,
pour l'écosystème en fait en Ouais. 2023. Donc je pense qu'on va y revenir après. La partie page branching, c'était stylé aussi. Et la partie développeur, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant On ou peut, ouais. pas. On peut. Je suis curieux d'avoir ta vision en plus, oui, vu que tu as un profil développeur. Ouais. Alors, du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, c'était un peu galère. Enfin, moi, j'avais cherché un peu à voir comment est-ce qu'on pouvait créer des apps, par exemple, comment est-ce qu'on pouvait faire pour créer des apps à partir de Webflow, et je trouvais que leur doc était pourri, on comprenait rien du tout. Et là, il s'avère que, et je pense que c'est un vrai changement, ils ont compris Webflow qu'ils ne pouvaient pas tout faire tout seul. Et qu'au bout d'un moment, en fait, il fallait mettre en place les conditions d'un écosystème pour pouvoir faire en sorte que Webflow devienne vraiment incontournable. Et là, ils ont commencé à mettre en place une doc. Alors, j'ai pas le lien, on vous le mettra, mais ça doit être Webflow/développeur, un truc du style. C'est ça, ouais. Et effectivement, ça devient intéressant parce que maintenant, il y a une bonne doc en fait pour créer des apps. Ils vous expliquent en fait comment ça va se faire. Alors bon, par contre, c'est vraiment pour les devs. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est que du React. J'espère qu'ils vont pouvoir rajouter d'autres langages. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, peut-être du Vue.js, peut-être du Flutter. À voir. Donc, je ne sais pas s'il y a des développeurs ici qui veulent commencer à essayer. Là, ça veut dire qu'il faut se former quand même au React. Mais on a quelque chose déjà d'un peu plus clair pour pouvoir créer des apps sur Webflow. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Parce que de s'ouvrir à cet écosystème, en fait, ça va vraiment leur permettre d'ajouter des nouvelles features et de plutôt tout construire tout seul. Voilà, je trouve que cet effort en fait sur la doc est intéressant. Je pense que c'est pas suffisant. Maintenant, il va falloir, ça serait vraiment stylé qu'il y ait aussi sur l'académie Webflow, par exemple, je crée avec vous une ou deux apps sur Webflow, tu vois, vraiment pour prendre aussi par la main, parce que même Comme si le on fait est Wisdom. des bons devs, au bout d'un moment, c'est cool d'avoir des tutos, de voir comment ça fonctionne. Donc, à voir si c'est des choses qui sont prévues pour 2023. Moi, c'est quelque chose que je vais regarder un peu avec attention, parce que s'il y en a qui veulent se lancer sur notamment en fait des applications Webflow. Il y a un vrai écosystème à créer, il y a plein de choses. Globalement, le truc, pour vous donner, si moi je devais prendre une app aujourd'hui, vous allez sur WordPress, vous regardez les plugins et vous refaites la même chose en fait sur Webflow. Donc, je pense qu'il y a des coups à jouer sur ça. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est ce que j'avais en tête et c'est ce que je voulais potentiellement partager. J'ai hâte que je vois Armand qui dit que ce sera un système de plugin comme Figma. Alors, pas forcément au niveau des apps, enfin des apps, comment on va créer une app. Mais par contre, en effet, c'est une marketplace, donc on va pouvoir intégrer directement. De ce que j'ai vu, pour le moment, ça reste relativement aussi comment dire, limité, dans le sens où on va pas faire beaucoup de choses côté Webflow. C'est vraiment une passerelle qu'on crée entre Webflow et un outil annexe. Et donc, on va venir gérer l'outil de son côté. Mais, je pense qu'en fait, tu vas créer ton app à côté et tu vas mettre en place en fait un accès API à ton app à partir de Webflow. Hein. Je pense que ça va marcher comme ça. Je dois dire qu'effectivement, leur doc est plus clair, mais vu qu'on n'a pas d'exemple, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que là, on est un peu dans le flou, mais bon, ça a été annoncé quand même assez récemment. Alors là, c'est le temps de clarifier la chose. Ça arrive tout doucement, quoi. Si React serait plus cohérent d'aller sur du React Native ensuite. React Native, c'est vraiment pour faire du hybride, enfin sur du mobile. Donc React Native, enfin pour l'instant typiquement un sujet mobile et Webflow, parce que je l'ai vu un jour, je sais plus, dans mes commentaires sur LinkedIn ou un truc du style, c'est pas du tout le sujet. Mobile et Webflow en 2023, il n'y a pas un sujet dessus en fait. Ouais. Donc voilà. Ok. Écoute, je te propose qu'on enchaîne sur l'autre grand acteur, avant de parler de tous les autres acteurs, mais l'autre grand acteur de cette année 2022, c'est FinSuite, qui a fait une année magistrale, j'ai trouvé. Ouais. Franchement, ils ont tout défoncé. Et là encore, j'ai regroupé ça en 3 grandes thématiques et je vous donnerai, un thread, parce qu'ils ont eu un live en fait hier ou avant-hier, je crois que c'est hier, dans lequel ils ont fait un point, pareil, sur leur année, etc., tout ce qu'ils ont sorti, tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait un point aussi qui est hyper intéressant, côté agence.
qu'est-ce qu'ils ont produit et pour qui ils ont travaillé. Et donc, c'est très, très intéressant. J'ai noté donc 3 grandes thématiques: les ressources, la communauté et un achat un peu spécifique. On va commencer par les ressources. On a eu une deuxième version de Client First, qui est la librairie de référence, enfin, du moins la documentation de référence de FinSuite sur cette nomenclature, comment structurer proprement un site web pour qu'il puisse être réutilisable par le plus grand nombre, avec l'ajout bonus du multilangue. Donc, on a cette documentation désormais en français, traduite par la team de Digidop qu'on recevait hier. Et puis, on a quelques autres points. Donc, ça, c'est déjà un point colossal. Mais on a déjà quelques autres points. L'extension Chrome de FinSuite qui a également qui s'est vu enrichi par des nouvelles fonctionnalités, notamment liées à Client First, mais également liées aux attributs. Et puis, on a quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui sont regroupées dans des candies, comme ils appellent ça. On y reviendra parce que c'est un vrai sujet. C'est aussi l'arrivée des outils par les extensions Chrome. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et je trouvais ça aussi intéressant comme première approche. On a également les attributs de FinSuite qui se sont vus dotés de 17 nouveaux attributs. Et on a également, donc ils viennent là encore décupler toutes les possibilités de Webflow, le temps de lecture, les actions lorsqu'un formulaire s'envoie, etc., de partage de réseaux sociaux, des accordéons, il y a pas mal de choses. Et on a également une refonte de cette interface-là, de cette page-là, de ce site-là, qui est dédié aux attributs, avec notamment les données analytics, en fait, les statistiques. Et ça, je trouve ça aussi assez impressionnant. Ça se compte vraiment en millions d'utilisations. Donc, c'est vraiment colossal. On a des nouvelles solutions proposées par FinSuite avec un Fluid Design Generator. Donc là encore, dans leur système, dans leur extension Chrome, ils proposent une nouvelle fonctionnalité comme la génération d'un Fluid Design. Le système de folders, donc là encore basé sur Client First. Et puis on a des outils pour venir convertir un site complètement conçu en pixels en site conçu avec du REM. Donc ça va vraiment venir modifier votre site directement. Et puis on a cette nouvelle approche pour travailler aussi en format mobile avec un redimensionneur, un outil de redimensionnement pour gérer la partie verticale. Dans Webflow, on peut gérer la largeur d'un site. Maintenant, on va pouvoir gérer aussi la hauteur d'un site pour avoir vraiment un rendu mobile assez intéressant et pas avoir un Canva hyper grand. Et puis, on a quelques autres petits points. Les hacks qui étaient en jQuery. Vous savez, ces petits scripts de code donnés par FinSuite ont été tous réécrits en TypeScript. Ils sont tous déjà disponibles. Vous allez également avoir à disposition le FinSuite Development Starter qui est disponible sur GitHub, qui vous permet de démarrer un projet en TypeScript, en JavaScript, avec un vrai système de développement et pas simplement du code qu'on va venir copier-coller dans les endroits où on met du custom code dans Webflow. Et puis, sur une autre approche, donc l'approche de la communauté, on a beaucoup plus de live YouTube. Donc, on a des community days, des technical days, etc., avec des intervenants. Et à chaque fois, c'est toujours hyper pertinent, hyper synthétique. En 1 heure, il y a beaucoup de contenu. Donc, c'est vraiment une ressource très intéressante pour les anglophones du moins. Et puis, on a la communauté FinSuite qui se décompose en 2 temps. On a la communauté gratuite qui est accessible à tous. Et on a la communauté des FinSuite Pro, qui donc via un abonnement mensuel toujours mensuel ou annuel. Moi j'ai acheté en one shot, mais je crois que c'est plus possible désormais. Et donc du coup, vous avez là encore un support dédié spécifique, notamment sur les attributs, sur les différentes solutions de FinSuite. Et puis vous avez un endroit où vous pouvez aussi poser des questions peut-être un peu plus techniques. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et, voilà, un gros focus aussi communauté. Et si mes souvenirs sont bons, ils ont également eu un award de Webflow, Community Creator, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont eu le premier prix de la communauté. Et donc, voilà. Mais en même temps, c'est qui le deuxième prix? C'est-à-dire que c'est eux, ils ont le premier, deuxième, troisième. En fait, en termes de communauté, en termes de merci. En termes de communauté, il y a quand même des très gros acteurs. Alors, la plupart du temps, c'est des membres de FinSuite qui ont créé leur communauté annexe. Je pense à State of Flow, je pense à Flow Party, mais FinSuite a vraiment créé une communauté, du contenu, des ressources. Enfin, vraiment, ils ont fait le spectre complet, quoi. Et ça, c'est là où ils ont été très très forts. Mais je pense que c'est quand même ce qu'on peut remettre en perspective. Globalement, je pense que je regarde pas mal les autres outils no-code, donc je vois à peu près ce qui se passe. Ouais. Il n'y a aucun autre acteur dans n'importe quel autre outil no-code qui fait
la moitié de ce que ferait FinSuite en fait. C'est clair. Je veux dire, c'est juste incroyable ce qu'ils font, c'est incroyable ce qu'ils proposent. Je ne sais pas si d'ailleurs un jour ils vont se faire racheter par Webflow ou non. Je ne sais même pas s'il y aurait un intérêt en fait pour le coup, mais ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. Ouais, Moi, je regarde ça, même si je fais pas en fait forcément toujours des trucs hyper deep en fait avec Webflow, mais à chaque fois c'est un plaisir de regarder ce qu'ils font et de voir ce qui sort. Enfin voilà, vraiment c'est un truc et encore une fois, je trouve que ils ont eu une approche hyper intéressante d'un point de vue agence, aussi, d'un point de vue business en fait, parce que l'approche communautaire pour avoir du business, c'est complètement fou en fait pour le coup. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres trucs à faire, mais aujourd'hui c'est un des exemples en mode au début, si vous savez pas quoi faire, construisez une communauté, vous verrez le business il va arriver tout seul en fait si vous faites des choses de passionnés. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Franchement, enfin, on aurait pu se dire que alors déjà en 2021 ils avaient fait un focus, ils avaient fait le choix de dire on fait plus de design. FinSuite, c'est une agence de développement Webflow uniquement. Et déjà, on s'est dit bon il y a un focus en effet. 2022, ils ont dit ok, on fait du dev et on fait du contenu annexe pour la communauté, etc. Et franchement, quand on voit les noms, là j'ai les noms sous les yeux des clients pour qui ils ont bossé en 2022, c'est du GitHub, c'est Dropbox, c'est WeTransfer, c'est Lighthouse Global. Franchement, c'est des méga gros noms qui viennent rentrer dans le flou. Et je pense qu'il y a à date, peut-être si 80-20 ou d'autres agences comme ça, mais il n'y a pas beaucoup d'agences qui seraient capables de venir bosser pour GitHub, Dropbox, WeTransfer. C'est quand même colossal. Il faut avoir l'envergure de FinSuite. Et donc, ça montre bien que cette communauté-là, ça leur a été hyper intéressant pour eux en termes de. Ce qui m'intéresserait par contre, tu vois, c'est le genre de truc qu'on ne sait pas, c'est combien ça coûte de monter une communauté comme ça. Parce que en fait, créer du contenu, créer des trucs comme ça, tu regardes ça tranquille depuis ton YouTube, mais en fait, combien ça coûte vraiment de mettre ça, de mettre ça en place, tu vois? Parce que là, pour le coup, moi, je pense que ça se chiffre à minima en centaines de milliers de dollars. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est certain. Déjà parce qu'ils sponsorisent des gros événements comme State of Flow. Après, il y a tous les attributs de FinSuite qui ne sont pas forcément créés par des membres internes de FinSuite. Et on a l'exemple ici, on a Armand. Voilà, c'est vraiment des freelances, pareil à Next, qui peut-être proposent des solutions ou qui montent sur des projets. Donc, c'est des gens qui sont rémunérés aussi pour créer ces attributs. Ouais. C'est du contenu. Je ne sais même pas, pareil, les lives, comment ça se passe. Enfin, tu vois, le CEO, il est tout le temps dispo pour les lives, en fait, pour le coup. Et il répond sur plein de trucs communautaires aussi. Et ça, par contre, tu vois, ça, c'est un truc que je trouve assez génial. Et après, on avancera. C'est aussi le fait que les CEO de pas mal de boîtes, je les trouve encore vraiment OK d'un point de vue technique et d'un point de vue maîtrise des outils et plus globalement de l'écosystème. C'est quand même des gens, moi, je m'en souviens, par exemple, pour Client First, en gros, c'est le CEO qui fait la démo. C'est quand même, en règle générale, tu as plutôt le designer un peu technique qui le fait. Non, c'est le CEO qui, normalement, en fait, du coup, fait autre chose. Le mec, il te fait le tuto Client First. Et ça, je trouve que le mec, il est vraiment impliqué sur ce qu'il fait. Et je trouve ça cool. Ah bah clairement, ça ramène encore plus d'accessibilité à la boîte. Toi, tu te dis, tu fais partie de la boîte parce que en effet, tu vois toute la strate, quoi. Que ce soit le nouvel arrivant qui propose du contenu sur YouTube ou autre sous l'appellation FinSuite, et comme tu peux voir le CEO qui te fait un live dans la foulée sur une thématique. Mais ça renforce l'expertise en plus de ça. C'est pas juste le CEO qui est là en fait pour être dans les confs et pour parler business, c'est qu'il sait de quoi il parle. Et je pense que ça fait partie aussi de la strate de com, finalement, de voir le CEO qui s'y connaît hyper bien. Et en fait, du coup, tu penses direct à lui, à Joe Krug, en fait, quand tu as besoin de Webflow. Et c'est vrai. moi, c'est ce qui m'intéresse finalement, c'est la strat et le prisme qu'ils ont pris, parce que honnêtement, aujourd'hui, ils sont incontournables. Je pense que cette année, ils ont fait au moins 200 vidéos. 200 vidéos. Mais je me demande s'il n'y a pas si je crois qu'il y a la data. Ah, peut-être. Attends, j'essaie de te trouver ça.
Mais c'est juste incroyable parce que c'est vrai qu'en début de live, on dit ça serait bien de faire 40 lives. Eux, ils ont fait au moins 200 vidéos cette année, quoi. Et encore une fois, c'est pas les mêmes équipes non plus derrière, mais vraiment, ils testent pas mal de trucs. Et je trouve que d'arriver à avoir la communauté et d'avoir ce côté business, moi, c'est toujours quelque chose que je trouve en fait hyper smart. Et l'un n'enlève pas l'autre, en fait. Donc voilà, bon bref, c'était pour dire ça. Je pense que c'est quand même à souligner parce que c'est aujourd'hui, je pense, la plus belle communauté no code qui, qui existe et qui produit des trucs assez ouf. Donc ça vaut le coup d'être souligné. Et à tout niveau, quoi, qu'on soit débutant ou qu'on soit ultra expert. Clairement. J'ai la data si tu veux. Vas-y. Il y a eu 164 vidéos publiées et 125 lives. Ouais, c'est un truc de donc ouf. 289 contenus pour environ 765 000 vues. Ça fait genre quasiment une vidéo par jour en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste. C'est 4,2 millions de minutes de watch time. J'ai plein de stats. Franchement, je vous invite à aller voir. Je crois que je vous l'ai mis le thread Twitter. Vous avez toutes les stats dedans. C'est assez impressionnant. J'espère qu'ils rémunèrent leur chaîne YouTube pour le coup. Ils doivent faire ça aussi quand même à un moment donné. Ça ne doit pas leur apporter grand chose, mais bon, au moins ça leur fait un nom. Ouais. Good. Je voulais qu'on passe de manière un peu plus large sur l'écosystème et démarrer dans un premier temps, avant d'attaquer Wise, avant d'attaquer la comparaison avec d'autres outils comme Bubble, Web, etc. Faire un point, parce que moi, c'est un truc qui m'a bluffé en 2022. J'ai eu l'impression que j'ai installé peut-être une nouvelle extension Chrome par mois ou par trimestre qui me permettait de, pareil, décupler les possibilités de Webflow. Que ce soit FinSuite, que ce soit Rilium, il y a Flowbase, il y a Polyflow, il y a Semflow, qui du coup est un autre outil également pour faire du SEO. Enfin, c'est vraiment une approche de l'écosystème Webflow par l'extension Chrome. Alors Rilium, c'est un outil c'est une librairie aujourd'hui qui vous permet de venir gagner du temps sur la phase de wireframing web, donc poser les bases de votre structure dans Webflow directement et puis venir modifier avec vos classes à vous et puis votre direction artistique. C'est une librairie qui est colossale. Si mes souvenirs sont bons, au tout début, ils annonçaient 600 composants. Donc 600, ça peut être des héros, ça peut être des sections testimoniales, ça peut être des sections avec des grilles, etc. de composants. Aujourd'hui, on doit être au moins au double. Il y a des nouveaux composants qui arrivent tous les mois. Enfin, c'est vraiment un acteur majeur aussi. Ça a pris très très vite sa place. Rilium. On a Flowbase aussi. Alors, juste un point sur Rilium, je ne sais pas si tu l'as dit, mais par contre, ça nécessite pour les personnes qui vont l'utiliser, s'il y en a qui ne l'ont pas encore utilisé en fait dans le chat ou ceux qui regardent le live, ça nécessite la connaissance de Client First derrière. Pour le faire. Je ne sais pas s'ils ont mis à jour sur la V2, parce que moi j'ai bossé dernièrement sur la V2. Et il y a eu quand même quelques changements notables entre V1 et V2 qui sont assez intéressantes. Mais voilà, si vous voulez vous mettre à Rilium et que vous ne connaissez pas Client First, ça va vous faire un peu bizarre au départ. Ouais. Ça va être Par contre, c'est ouf. Quand vous connaissez, genre, je pense que ça vaut le coup de payer. Bah oui, $19 par mois, il suffit qu'on fasse une mission, on vous avait payé Rilium pour les 10 années à venir. C'est littéralement ça, je pense. Donc c'est vraiment en effet. Mais par contre, je reste convaincu là-dessus. Rilium, c'est utilisé quand vous connaissez Webflow. Si vous venez de découvrir Webflow, se lancer dans Rilium, c'est sûr et certain que vous allez vous embourber, que ça va être une galère à styliser, etc. Il faut une connaissance, une maîtrise de Webflow en amont, ça c'est essentiel. Sinon, vous allez galérer vraiment. Ça va être un bordel. Et je m'étais noté, on avait Flowbase également qui avait créé son extension. Personnellement, je l'utilise pas, ou du moins il y a un seul élément qui m'intéresse dans l'extension de Flowbase, qui est ce transfert de mon nuancier de Figma, mon nuancier de couleur, directement dans mon nuancier de Webflow. Mais sinon, il y a une approche avec j'appellerais ça des power-up, donc des scripts ou du moins des fonctionnalités que vous apportent en plus, mais que FinSuite apporte également. On a une approche également avec des composants préfaits, mais qui sont trop stylisés
par rapport à Radium. Et donc, je préfère, plutôt que de prendre un composant Flowbase, le copier-coller dans mon projet et devoir le déstyliser pour le restyliser à l'image de mon client ou du projet, je préfère partir d'un projet avec Radium et du coup, voilà, directement tout faire dans Webflow. Ils disent qu'ils ont quand même 30 000 personnes qui utilisent ce qu'ils font. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Mais peut-être plus aux US, je sais pas du tout comment c'est implanté. J'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler en France. Je pense que le secteur européen, ils ont jamais. Mais voilà, il y a vraiment pas beaucoup de fonctionnalités qui me parlent vraiment. Et j'avais également Polyflow que je connais assez bien et qui maintenant commence à vraiment s'installer aussi en Europe, qui est pareil, une extension Chrome que vous allez pouvoir installer, qui va vous servir uniquement à faire la passation entre le projet Webflow et le projet dans Polyflow, donc sur le site de Polyflow, et qui va être vraiment juste de récupérer le contenu de votre site, etc., et de l'envoyer vers Polyflow pour gérer ensuite le multilingue. Donc c'est une extension que vous n'utiliserez techniquement qu'une seule fois sur le projet, au moment de faire l'import dans Polyflow. Mais voilà, l'extension qui vaut le mérite d'être citée. Et puis on a Semflow que tu connais peut-être davantage, je l'ai vu passer, il faut que je le teste. Ouais. Je crois que je l'avais partagé, mais aussi très intéressant. Ouais, Semflow, c'est pour gérer votre SEO et savoir où vous en êtes un petit peu. Je suis toujours un peu mitigé en fait parce que bon, j'ai fait pas mal de SEO il y a déjà plusieurs années, donc c'est un sujet que je connais pas trop mal. Et en fait, c'est toujours bien d'avoir effectivement des petites extensions comme ça pour savoir un petit peu comment tu as optimisé, mais c'est pas ça qui va te faire que tu vas être premier en fait dessus. Ce que les gens oublient, et c'est ce qui est un peu dommage sur la partie SEO, c'est qu'en fait, il suffit pas juste de mettre les bons mots-clés à tel endroit et d'avoir effectivement la roue qui est verte ou autre. Il faut avoir une vraie stratégie. Et c'est ce qui manque souvent en fait sur la partie SEO. On dit Webflow est SEO friendly. Oui, mais en fait, du coup, c'est juste qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas de stratégie, globalement, tu ne feras pas grand-chose avec. Mais du coup, ça, c'est typiquement le genre d'extension. Tu vois, on parlait des apps, en fait, tout à l'heure. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de truc, parce que pour avoir fait beaucoup de WordPress il y a longtemps, c'est plein de types de plugins, en fait, qu'on utilise. Et moi, à l'époque, j'utilisais... à l'époque, c'était il y a genre 4 ans, il y a un plugin qui était sorti sur WordPress qui s'appelle RankMath et qui faisait en fait justement qui faisait un peu type Semflow. Et je pense que ça, on va en avoir essaimé pas mal par la suite parce que ça peut être des choses qui sont assez utiles. Et moi, j'en avais un dernier aussi. Je ne sais pas si dans ton plan, on est sur ça. Il y avait aussi un truc que j'ai trouvé dernièrement et qui permet de faire du multi-step, du form en plusieurs étapes, parce que ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours simples à faire. Et c'est un truc qui s'appelle Formly. Je vais le mettre également dans le chat dessus, et qui est attesté. Alors, ils viennent de sortir. Donc voilà, c'est un peu au début, mais par contre, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est vrai que du multi-step, c'est des choses qui rajoutent quand même pas mal de valeur. Et en vrai, c'est quand même un peu chaud à faire. Donc, d'avoir un outil qui permet de faire ça, ça peut être intéressant. Après, je sais qu'il y en a qui le déportent aussi sur un... Tu peux le déporter sur un Tally, tu peux le déporter sur un Typeform. Il faut voir, et c'est peut-être les sujets dont on aura l'occasion de parler, c'est qu'à force de rajouter quand même des trucs comme ça, il y a deux choses. C'est que du coup, en termes de pricing, ça va commencer à vous faire cheros. Et ensuite, le risque, c'est de faire un peu une sorte de... Alors, j'ai pas trouvé d'autres mots, mais je pense que tout le monde va comprendre. Un peu de gros bousin, où il va falloir, en termes de gestion, ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir plein de trucs un peu connectés partout, de services qui pop un petit peu sur Product Hunt, qui ont l'air stylés mais qui ne sont pas forcément maintenus ou revendus à d'autres personnes. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas ajouter 250 trucs non plus sur un projet. Il faut rester un peu sérieux. Voilà, moi, c'est ce qui me fait un peu peur, un peu dans les 2-3 prochaines années. C'est qu'on ait des projets qui tiennent la route. Avec pas trop de trucs connectés, des trucs qui sont bien documentés. Donc voilà, encore un truc à aller essayer, je pense. Ouais. Mais voilà. Faites le site est canon. Ouais, le site est vraiment canon. Le site est vraiment canon. Mais comme tu dis, à mon avis, ça, c'est des choses qui aujourd'hui fonctionnent par des systèmes d'extension, par du script qu'on ajoute. Ça, c'est des choses que dans 6 mois, je les imagine très bien sur la marketplace, dans
comme des apps sur la marketplace, quoi. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas le genre de truc qui est un peu une sorte de business un peu particulier où, au final, Webflow va pas nous permettre de le faire de manière native, pour le coup, parce que, tu vois, faire du multi-step sur du form, ça pourrait avoir du sens que nativement, ils puissent permettre ça, en fait, Webflow. Donc, faut faire attention quand tu développes un service comme ça, à faire en sorte que ça soit pas un truc où tu te fasses tout simplement piquer ton business, entre guillemets, par Webflow dessus. Tu vois, typiquement, le cas de Weglot, là, il y a une vraie question sur ça, tu vois. Mais tu vois, ça me fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure à propos de Logic. Logic, aujourd'hui, moi, j'arrive pas à lui voir un cas d'usage pertinent. J'arrive pas enfin, littéralement, un cas d'usage très simple. Je me dis, il y a un formulaire qui est envoyé. J'aimerais tout simplement envoyer un email à la personne en disant merci, on a bien reçu, c'est bon. Ça, c'est pas possible. La seule réponse que vous pouvez faire, c'est envoyer un email à l'un des collaborateurs du site. Donc, c'est pas du tout pertinent. Et du coup, vraiment, en termes de cas d'usage, on est vraiment sur de la création, de l'édition ou de la suppression d'items ou d'user de la base de données, du CMS de Webflow. Et je me dis, typiquement, là, ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas refait des composants. La navbar, le slider, les formulaires, les tables, c'est des choses qui existent depuis maintenant facilement 3 ou 4 ans dans Webflow. Il y a un moment où on va avoir besoin qu'ils mettent à jour ces composants-là, une nouvelle navbar, un nouveau... Et typiquement, moi, j'aimerais bien qu'ils nous sortent en effet un formulaire plus puissant qu'on doit connecter à Logic derrière pour dire, ok, si la personne elle a répondu elle a coché telle case, alors, je ne sais pas si elle a besoin d'avoir c'est un cas d'exemple qui ne marchera pas, mais une adresse de facturation qui est différente d'une adresse de livraison, elle a coché la case, ok, alors dans ce cas-là, j'affiche une section de mon formulaire en plus. Mais actuellement, tout ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est ce qui nous manque dans le flow. On peut y revenir. Après, sur la partie logique, je pense qu'il y a des choses à dire. Moi, je suis assez sceptique vis-à-vis de ça. Ok, on peut. C'est comme tu veux. Soit on revient dessus maintenant, soit on enchaîne avec un petit peu Wise, de Bubble, WeWeb. Je suis ton flow, comme on dit. Alors, moi, je suis pas patient. Dis-nous pourquoi tu es sceptique de. Ça va peut-être rejoindre un petit peu ce que je pense un peu de Wise, mais du coup, ça veut dire qu'on va se déporter de plus en plus sur la partie web app. Finalement, tu vois, en fait, on change de vision. C'est-à-dire que la vision au début, c'était de faire le meilleur builder pour les designers et faire des sites de dingue. Et je pense qu'ils ont réussi leur pari parce que on voit que les stats augmentent et de plus en plus, finalement, si demain tu vas être un peu sérieux et tu vas avoir un site qui démonte avec une boîte un peu sérieuse, la réalité, c'est qu'en fait, tu vas passer par Webflow pour pouvoir te faire un site. Alors, donc ça, je pense qu'ils ont réussi leur pari. Sur la partie blog, va falloir voir sur la durée ce que ça donne aussi, parce que je pense qu'effectivement, WordPress est encore très fort sur le sujet. Mais je pense qu'ils vont prendre une très grosse part de marché. Par contre, sur la partie web app, le souci, c'est que tu as quand même déjà un écosystème qui commence à être ultra énervé sur le sujet. Alors, pour rattraper ce retard, quand tu as 200 développeurs, globalement, c'est possible. Mais la réalité, c'est que c'est pour savoir si c'est vraiment adapté à ce qu'ils font. Je pense qu'il faut peut-être attendre effectivement 2024 pour voir si effectivement ça va shipper un truc un peu lourd dessus. Moi, la manière dont j'imaginais la chose, c'était de me dire que plutôt ils imaginaient en fait des web apps, mais sur des use cases un peu particuliers. Typiquement, membership. Pour avoir un membership très stylé, faire des masterclass.com, tu vois, et tu peux refaire complètement le site. Ça avait du sens. Mais tu vois, faire une marketplace un peu complexe, finalement, tu vois, je me demande si ça va être vraiment pertinent. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de news sur ce que va pouvoir donner la partie logique, et pour l'instant, ils ne sont pas du tout en concurrence avec, on peut les citer, hein, des Bubble, des WeWeb et d'autres types, même des Flutterflow.
Mais à voir si c'est la direction qu'ils veulent prendre. Moi, pour l'instant, je suis très, très sceptique. Et pour faire de la web app, c'est pas du tout... alors, encore une fois, il y en a peut-être plein qui vont être pas d'accord avec moi, hein, mais moi, c'est pas du tout la direction que je prendrais. Pour l'instant, je pense qu'ils sont hyper forts sur faire... Enfin, le premier aperçu en fait d'un site, donc faire des sites, je sais pas, j'aime pas le mot vitrine, mais je sais pas comment dire si tu as un meilleur mot que moi. Des sites de contenu, quoi. Ouais, des sites de contenu, voilà, pour faire. Ça convient hyper bien. Je suis plus mitigé vraiment sur la partie logique, d'autant plus que je trouve que ça va être très difficile de faire un truc aussi performant en termes de logique que l'a fait Make. En fait, à partir du moment où tu maîtrises Make, tu vas pouvoir un peu envoyer tes données un peu partout. Finalement, le fait d'avoir une très bonne API suffit amplement à te construire tout un écosystème derrière d'app qui est cool. Je sais pas, ça m'intéresse de voir ce que tu en dis, mais pour l'instant, la partie logique me convainc pas du tout. Non, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord. Pour moi, la partie logique, elle prendra son sens quand on pourra intégrer les apps de la marketplace. Typiquement, je sais pas, vous utilisez, j'en sais rien, Sendinblue, MailerLite, ConvertKit, etc. Vous avez un formulaire sur votre site et vous souhaitez ajouter cette personne-là dans votre base du coup d'email, Sendinblue, MailerLite, etc. Vous avez besoin d'avoir un site Webflow, une base d'email, on va dire Sendinblue, et un scénario make entre les deux qui va faire le pont et transférer l'info. Franchement, je me dis, si là, on peut commencer à... si c'est notre seul besoin, ça veut dire qu'il faut également avoir un outil annexe, comme tu disais, et on commence à avoir 3 outils pour juste un besoin. Je pense que si dans Webflow, on pouvait installer une app Sendinblue dans laquelle je viens juste me loguer, et ensuite dans Logic, j'ai un scénario très simple qui dit le formulaire, enfin form submission, j'ajoute la personne à ça, à ce groupe, ce segment dans Sendinblue. Je viens de soustraire make à l'équation. Et du coup, j'ai juste mon Webflow et mon Sendinblue, par exemple. Et je me dis, pour des scénarios comme ça peut être très intéressant, très cool. Et derrière, bah voilà, on peut venir personnaliser. Bon, bah, chaque formulaire va aller à tel groupe, tel truc, tel segment. Et je me dis, là, on serait sur une première base de contenu intéressant. Et après, en effet, on pourrait appliquer de la vraie logique, parce que là, on a juste un point A, point B. Mais on pourrait dire, bon, bah, si la personne elle a rempli ça, alors je lui ajoute ce tag spécifique dans Sendinblue, etc. Mais là, à date, pour moi, on peut rien faire avec Logic. Surtout qu'il faut voir en fait que la partie, on va dire, front et la partie back, en fait, c'est des compétences qui sont différentes. Et en réalité, du coup, s'il y en a une personne qui a seulement des compétences front et qui n'a pas vraiment compris ce que c'est qu'un back, et de savoir comment est-ce que ça fonctionne, une authentification, de savoir comment fonctionne bien une API, potentiellement comment un petit peu la sécuriser, etc. Encore une fois, ça, c'est des compétences qui s'apprennent, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, ça fait aussi en sorte du style qu'il faut faire migrer les designers vers aussi des compétences back. Donc, à voir si potentiellement c'est pertinent. Je trouve que Armand, là, dans le chat, dit des choses qui sont assez intéressantes, hein. Selon lui, il faut séparer en fait les deux targets parce que c'est deux technos différentes. Sinon, ça va faire finalement comme un WordPress qui fait un peu tout et qui fait, en fait, à force de faire un peu tout, fait un peu n'importe quoi. Et c'est là que tu trouves un petit peu des failles. Je pense que ça va dépendre du projet. Pour être très honnête. Pour l'instant, ils ne sont pas convaincants dessus et je pense que dans tous les cas, en 2022, si vous voulez faire un back-end ou vous voulez faire ensuite des tableaux de bord ou autre, voilà, Webflow ne reste pas encore l'outil pertinent selon moi. Surtout qu'on a quand même pas mal de monde sur le marché aussi. Rien qu'en no-code, il y a quand même d'autres acteurs aussi très intéressants. Ouais. Ok. Pour toi, ah oui, si. Il y avait un autre point qui, je pense, est intéressant et tu pourras peut-être mieux répondre là-dessus que moi. Et je pense que ça parlera aussi beaucoup à Armand, ou du moins à tous les devs ici. Le fait que FinSuite annonce que tous les attributs vont passer en open source. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir y avoir accès, tout le monde va pouvoir y contribuer. Et du coup, on va se retrouver avec une librairie de possibilités, de fonctionnalités en plus qui est colossale. C'est quelque chose qu'on ne voit pas énormément
on essaie de le trouver un peu dans le milieu du no-code, mais l'open source no-code est quand même... alors là, on est à peine sur du no-code, on est sur du script et des attributs, mais je trouve que ça s'y mêle bien. Comment tu le sens, toi, cette ouverture en mode open source de toutes ces fonctionnalités de FinSuite? Moi, dès que ça parle open source, forcément, je suis hyper content parce que pour le développeur ancien que j'étais, on a tous commencé sur des technos open source, on n'a jamais commencé sur des technos propriétaires. Donc finalement, ça marque un peu moins une personne qui démarre, entre guillemets, sur le dev no code parce que du coup, tu n'as jamais utilisé de l'open source. Mais pour quelqu'un qui a fait du dev avant, c'est forcément quelque chose qui rebute un petit peu. Donc, parfois à tort, parfois à raison. Mais par contre, je trouve que c'est une excellente chose parce que, pareil, d'un point de vue communautaire, ça permet justement d'avoir plus de contenu. Après, du coup, il va falloir savoir lire finalement les différents attributs qui vont sortir. Et il va falloir regarder un petit peu les reviews avant de les installer ou autre, parce qu'avant, on avait un peu confiance parce que c'était FinSuite. Mais maintenant, si c'est un gonze qui a sorti un truc qui a l'air un peu stylé, mais que c'est pas maintenu ou autre, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Ce qui était bien avec FinSuite, c'était qu'on savait que c'était maintenu, ça allait le faire, il y avait une entreprise sérieuse un peu derrière. Je pense que ça va être toute la complexité de l'open source, mais qui finalement est déjà présente dans le code. À partir du moment où vous allez voir des choses, il faut savoir si effectivement, c'est derrière, il y a juste un développeur qui a cherché à faire quelque chose et qui met pas à jour son contenu et son attribute, soit si finalement il y a des pushes assez souvent, etc. Je pense que vu que ça va être sur GitHub, ce qui serait intéressant, c'est que vous sachiez lire un petit peu un GitHub. Tu pourras peut-être faire ça dans tes lives sur comment fonctionne un GitHub, qu'est-ce qu'il faut savoir lire, c'est quoi les points importants, sans forcément devenir dev, mais connaître au moins les termes importants et les bases pour savoir quand on doit les utiliser sur un projet comment est-ce que ça se passe. Donc voilà, je pense que ça, c'est des petites compétences à avoir. Et puis l'open source, c'est aussi cool parce que finalement, ce qu'on peut imaginer, c'est que du coup, ça va donner aussi un élan finalement à ces attributs et du coup, encore plus de fonctionnalités avec Webflow. Donc, c'est ce qu'on peut attendre pour 2023, je pense. Top. Bah écoute, moi je suis complètement d'accord. On avait Armand qui voulait rebondir sur le sujet juste avant. Je te laisse prendre la parole si tu veux, Armand, pour clarifier la notion de web app. On t'attend. Nickel. Vas-y. Allô, Armand? Moins de temps de dévouer, Armand. On a Armand qui s'est démute et qui finalement ne parle pas. Il faut que je me mette en mute peut-être? Non, normalement on est bon. Tout le monde peut prendre la parole. Et là, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ok, bon, je pense que la qualité de son est pourrie, mais le casque ne fonctionne pas. Ça marche. Ça va. Du coup, pour faire rapide, je suis très d'accord avec toi sur un peu l'évolution et la problématique qu'on va voir arriver quand on va commencer à mélanger du no-code comme Webflow, qui fait très bien des sites marketing et des blogs qui ont du contenu qui est très statique, à des web apps, on va se confronter à des soucis côté front qui sont vraiment très complexes. C'est pas, moi, je distingue vraiment deux types de web apps. Il y a les petites web apps où quand tu cliques sur un bouton, tu as un message qui s'affiche, où c'est pas vraiment une web app, mais c'est plus un peu d'interaction. Et quand tu vas rentrer à vouloir commencer à faire des vraies web apps où il y a justement de la gestion d'utilisateurs, la gestion de rôle, tu vas te rendre compte que dans le front, il y a deux parties. Il y a le front du front, qui est vraiment la partie visuelle, donc la partie UI, qui peut être fait en CSS avec Webflow et tout, ça, c'est peu importe. Mais tu vas avoir toute la partie back du front qui va être gérer les requests à ton backend, à ton API, gérer le système d'erreur, gérer l'authentification et l'autorisation, gérer la partie cache, parce que sinon ton appli, si elle fait des requêtes toutes les 2 minutes, c'est chiant. Et tout ça, en fait, c'est des compétences qui sont vraiment très différentes. C'est-à-dire que même dans le code, genre si je prends mon exemple, je bosse avec React depuis 3 ans, et au final, je me suis rendu compte que j'étais très front du front et que la partie front du back, elle était quand même très complexe. On gère des states globaux, on gère des events pour pas que ça se re-render à l'infini. Enfin voilà. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de creuser un peu ce sujet-là, mais que il va falloir faire attention aux outils qu'on va utiliser quand on fait des web apps parce que c'est vraiment un sujet qui est très très complexe
Et si on commence à le standardiser, au final, on va se retrouver avec des outils qui font du CRUD très bien, donc Create, Read, Update et Delete. Mais dès que tu vas commencer à vouloir sortir des sentiers battus, ça va être en fait clairement pas possible, parce que gérer tous les cas de possibilités d'une web app, c'est quasiment impossible, parce que chaque web app a des problématiques tellement différentes que c'est pour ça qu'au final, on utilise du code, parce que justement, on n'a pas encore d'outils qui nous permet de faire comme avec Webflow, d'avoir, par exemple, le CSS, on pourrait dire qu'il est fini dans le temps, parce que il y a des règles, il y a du HTML, etc. On peut faire des sites à l'infini, etc. Mais quand on parle d'app, on parle de fonctionnalité, et chaque problème est différent. Ouais. YOLO, voilà. C'est exactement. Ça montre bien la complexité. En fait, plus on va aller chercher un nombre de possibilités de création aussi large, plus on va aller dans de la complexité, et donc plus ça va être compliqué pour un outil no-code de permettre de tout faire, quoi. C'est là où. Après, il va y avoir peut-être des choses aussi, des choix de carrière peut-être intéressants avec. Encore une fois, je reviens sur mon métier de product builder, mais peut-être qu'après, il y a des gens qui vont choisir des spécialités plutôt front et d'autres qui vont choisir des spécialités plutôt back, en fait, dessus. Donc, c'est des choses qui peuvent être potentiellement possibles. Arriver à être full stack, ça sera peut-être un peu plus simple sur la petite web app. Sur de la grosse web app, ça va être probablement un peu compliqué. Ou alors aussi, ce serait des choses intéressantes, c'est comment est-ce qu'on peut travailler avec un ou une développeuse sur un projet no-code. Tu vois, ça c'est aussi des sujets à avoir, je pense, pour 2023 potentiellement. Entièrement d'accord, c'est sûr. Sur la partie back, il y a pas mal d'outils là qui commencent à sortir sur des outils back no code, parce que au final, la plupart du temps, on a besoin quand même de schémas CRUD, de trucs comme ça, et réinventer la roue, c'est un peu chiant. Du coup, il va y avoir un peu des mix and match, mais un seul outil qui fait tout. Moi, je serais un peu sur la réserve, en tout cas pour 2023-2024. Pour l'instant, j'ai pas vu d'outils qui soient à la hauteur, mais c'est cool. Il y a des gens qui tentent pas mal de choses. Ouais, ça bouge pas mal sur l'écosystème no code. Ouais. Le sujet, c'est ça. On peut pas tout faire et tout faire bien. Et encore en plus, dans un écosystème aussi jeune que le no-code. Donc, on va laisser le temps, mais il y a quand même des acteurs assez impressionnants là-dessus, quoi. Mais surtout qu'on va aller sur deux choses, tu vois, quand on parle de la web app, en fait, soit il y a des acteurs qui vont choisir, en fait, de tout faire. Ils vont faire le front et le back. C'est le choix de Bubble, en fait, pour le coup. Ouais. Soit il y a un autre type de choix qui est finalement une vision plutôt headless. Je crois que j'en parlais, en fait, sur le dernier live. Ouais. Et ou un côté, en fait, un plus modulaire, dans lequel, en fait, tu décupes ton front et ton back. Alors, certes, c'est plus complexe, mais par contre, ça te donne aussi plus de flexibilité par la suite, où tu vas pouvoir effectivement faire évoluer plus facilement ton app. Et en plus de ça, ça permet de dérisquer. Parce que ça, on n'en parle pas en fait aujourd'hui finalement de dérisquer. Mais c'est déjà dans le cas, en fait, c'est déjà le cas dans le dev depuis des années. Mais si jamais tu n'as qu'une seule techno et tu as mis tes œufs dans le même panier, le jour où, pour une raison X ou Y, en fait, ça pète, où il y a un changement de prix ou autre, en fait, tu es complètement bloqué, et ça peut avoir un impact sur le business model qui est très fort. Ça peut avoir un impact en termes de sécurité qui est hyper fort. Et donc, tu vois, c'est vraiment des choses, en fait, à prendre en compte. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, j'imagine que la plupart des apps, en tout cas sérieuses, vont finalement, en fait, se faire avec une approche plus modulaire. Et c'est là que Webflow va intervenir, parce que ça va être une grosse... ça va être une des parties de l'approche modulaire. Ça va être un des modules, en fait, pour le coup. Okay. Mais Webflow qui va tout faire, même en 2025, tu vois, franchement, je suis très sceptique, et je pense plutôt qu'ils auraient intérêt à creuser cette approche modulaire et être les meilleurs sur la target d'approche modulaire en front. C'est les meilleurs de tout le marché en front, ça restera. Et ensuite, ils font des partenariats avec d'autres personnes, et ils essayent de mettre en place des intégrations qui font que ça reste effectivement le meilleur front, parce qu'il est intégré avec toutes les solutions back du marché, et tout est smooth en termes d'expérience utilisateur, tu vois. Parce que le risque, c'est que quand tu veux tout faire, du coup, forcément, tu délaisses des éléments. Encore une fois, je ne suis pas chez Webflow, bon, c'est pas moi qui le dis, mais je pense que cette approche modulaire versus l'approche all-inclusive, c'est vraiment deux choix, en fait, à faire. Et je pense qu'il faut bien s'en rendre compte à partir du moment où tu commences à découvrir un outil, pour savoir comment tu le positionnes, et ensuite comment tu te formes, comment tu vas progresser et comment tu t'insères dans cet écosystème, me semble-t-il.
Je suis plutôt Et d'accord. il y a aussi pour faire des grosses web apps l'enjeu de la collaboration avec une approche modulaire. On crée automatiquement des équipes avec les scopes de responsabilité délimités. Mais c'est un très Ouais, vaste sujet. ouais. Tout à fait. Enfin, Florian a raison, ouais. très très gros sujet, la web app. Je vois le temps qui file, 1h10 qu'on est ensemble. Je pense qu'on enchaîne sur les sujets qui viennent un peu fermer ce live. Et l'idée, c'est de faire un peu un point sur notre vision du marché pour 2022-2023. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, Webflow tout seul, enfin, apprendre Webflow, c'est bien. Maintenant, maîtriser les autres outils de l'écosystème, ça va être un plus énorme. Alors, on parle parfois d'outils no-code, on parle parfois d'outils un peu plus spécifiques comme les attributs de FinSuite, etc. Mais je pense que ça va être essentiel en 2023. Vraiment, un freelance ou une freelance qui fait que du Webflow, 100% Webflow, ça va devenir de plus en plus rare et de moins en moins intéressant parce qu'aujourd'hui, chaque site va avoir un besoin spécifique, que ce soit en JavaScript, que ce soit avec des attributs, que ce soit avec du Make, du Zapier, etc. Donc, je pense qu'en 2023, il va falloir s'étoffer un peu et avoir un panel de compétences relativement large parce que les besoins sont aussi plus larges et que Webflow touche de plus en plus de personnes. Ouais. Moi, mon point un peu dessus, sur ça, pour y revenir en 3 phrases, c'est notamment que si tu te spécialises juste sur un outil, la réalité, c'est que tu vas avoir du mal à maintenir tes tarifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, on va pas se le cacher, dans d'autres pays, il y a des gens qui sont très très forts pour des tarifs un peu moins chers, et voire beaucoup moins chers. Et la réalité, c'est que demain, si tu veux faire un Webflow, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en fait des agences qui sont basées dans d'autres pays où effectivement le TJM est beaucoup moins cher, mais où les talents sont tous aussi bons, ils sont tous formés, ils vont faire du travail de qualité, et du coup, ça va être difficile. Et là, en fait, où tu vas faire la différence, c'est est-ce que tu es capable de maîtriser un écosystème, et ensuite, est-ce que tu es capable d'avoir une vision plutôt produit pour ton client ? Et ça, le fait d'être à l'étranger, en fait, le produit, ça dépend aussi énormément de ta culture, tu vois. Et donc, du coup, cette approche-là, juste de prod, c'est quelque chose qui va poser, en fait, probablement un peu souci. Et si tu veux maintenir tes tarifs, il va falloir effectivement axer sur le produit, axer sur l'écosystème, me semble-t-il. Entièrement d'accord. Et donc ça, c'est plutôt pour l'approche freelance. Et en termes de création de contenu pour Webflow, donc là, on parle vraiment de template. Pareil, j'en parle depuis plusieurs lives déjà, mais je fais un peu un pari là-dessus avec l'arrivée des librairies. Donc, on est encore sur des accès en bêta, etc. Mais je fais le pari que les librairies vont prendre le dessus sur les templates parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions pour créer des sites, notamment Realium, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise de démarrer avec soit un Realium, soit avec des librairies préfaites avec la DA de l'entreprise, etc. Donc, une librairie préconstruite, plutôt que de démarrer avec un template qui va donner un modèle de site ultra classique et assez peu modulaire, et donc sur lequel il va falloir venir retravailler pour appliquer la refonte graphique selon l'entreprise. Et l'autre inconvénient que je vois au template, c'est leur système monétaire, en fait, le système financier qui tourne derrière les templates. Pour gagner de l'argent avec des templates, pour les créateurs de templates qui gagnent de l'argent, il faut qu'ils en produisent un max par mois pour vraiment garder ce pourcentage réduit que va prendre Webflow. Sinon, Webflow va reprendre un pourcentage important. Et en fait, en appliquant ce système-là, finalement, les créateurs templates vont finir par créer des sites juste faits one-shot, comme on pourrait faire le site pour un client, et ensuite le vendre en tant que template. Et donc, on ne se retrouve pas avec des templates vraiment dignes du nom de template. On va se retrouver avec des sites qui ont été faits une première fois pour un client et qui ont été ensuite déposés libre à l'achat pour tous. Et donc, c'est là-dessus que je pense que les librairies vont vraiment prendre le dessus dès qu'on va pouvoir, nous, développeuses freelance Webflow, créer des librairies pour des clients. Là, ça va être du pain béni pour eux parce que techniquement, on leur a créé, plutôt que de leur créer 3 pages, on va leur créer une quinzaine de sections préfaites et que le client pourra réutiliser pour créer une nouvelle page, etc. Et là, ça va être très intéressant. C'est encore en bêta, mais c'est vraiment mon pari sur 2023. Je suis entièrement d'accord avec ça, pour le coup. Moi le côté template, ça va bien si tu veux faire des trucs un petit peu rapides, un petit peu cracra directement, mais qui ont ce petit effet waouh. Pour le coup, je trouve que ça marchait bien, par exemple, sur les templates sur Webflow, sur WordPress.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur WordPress, la situation était différente. Et toi, soit tu étais dev, soit tu n'étais pas du tout dev. Et donc, du C'est coup, il ça. fallait que tu choisisses un template qui était le plus complet, le plus stylé possible pour Ouais. pouvoir sortir un petit peu du lot. Là, la réalité, c'est qu'en fait, Webflow te donne la possibilité d'avoir vraiment le design que tu veux, donc de vraiment créer ton site. Donc, en vrai, la librairie, c'est là-dessus qu'il faut parier. 2000% d'accord avec toi. 2000%. Bon, bah, ça, c'est au moins. Il a dit 2000%. Voilà, faut y 2000%, croire. c'est noté. Écoute, je te propose qu'on fasse un petit point chacun. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en 2022? Qu'est-ce qui m'a marqué en 2023, en 2022, pardon. Oula, je me perds dans mes dates. Et ensuite, on fait un point sur ce qui a été annoncé en 2023. Et on ne l'a pas rementionné, mais on fera un parallèle avec Weglot. Et parce que oui, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle de Weglot. Donc, toi, qu'est-ce qui. On n'a pas parlé de Wiz non plus, alors pour le coup. C'est vrai. On va pouvoir, comme c'est en accès un peu fermé, Wiz, pour le moment, on peut en parler pour 2023, si tu veux, dans ce qui est annoncé, ou du moins dans ce qui est en développement Ouais. pour 2023. Ouais. Bah, Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Moi, c'est encore une fois, je crois que mon approche en fait cette année de Webflow, ça a été une approche surtout communautaire pour le coup, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sortent et tu vois que en fait de plus en plus finalement c'est un outil qui devient un incontournable. C'est ça qui m'a marqué en fait en 2022. C'est un outil qui devient de plus en plus incontournable pour créer des sites, malgré la difficulté, entre guillemets, de l'outil, parce qu'il y a quand même une marche à avoir. Et donc, il n'y a pas une feature, enfin, à titre personnel, il n'y a pas une feature. Ouais. Si, on va dire la grosse feature, mais c'était déjà finalement. Ouais, ça fait déjà Compliqué de 1 an et choisir. demi, mais moi, c'est vraiment FinSuite et Client First qui m'a marqué, parce que l'approche que j'ai des outils no-code, que j'essaye d'avoir, et donc notamment de Webflow, c'est une approche où la méthodologie, elle est vraiment au cœur de ce qu'on fait, parce qu'en fait, il s'avère que sur certains projets que j'ai pu faire avant, il y a certains types de projets, pour plusieurs raisons, mais que j'ai pas fait de manière vraiment méthodologique, parce qu'il fallait shipper rapide, il fallait faire un truc vite. Et on m'a demandé en fait plus tard de revenir dessus. Je me suis rendu compte qu'effectivement le site marchait, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et je veux plus avoir ce genre de sujet. Et donc moi 2022, c'est vraiment l'année à la fois où Webflow s'impose comme aujourd'hui l'acteur incontournable pour créer des sites en front qui sont incroyables. C'est un acteur où on sent que la communauté est en train de structurer des méthodologies dessus. Et je fais vraiment un point, parce que tu regardes en fait Airtable, tu regardes Bubble, tu regardes même du WeWeb, tu regardes plein d'autres, je vais pas tous les citer, mais en fait, cette approche méthodologique, elle n'y est pas encore. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment des sujets à faire en 2023 dessus. Et c'est vrai que sur ce coup-là, Webflow est vraiment en avance. Et encore une fois, le fait d'avoir cette approche méthodologique montre que c'est un outil sérieux sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ça, c'est vraiment l'analyse que j'en ai. J'ai pas de, enfin, à titre perso, j'ai pas de point technique du style j'ai trouvé que cette feature était trop stylée. Là, je suis entièrement d'accord. J'ai pas de fonctionnalité hyper spécifique aussi qui m'a fait chavirer d'autant plus dans Webflow. Je suis déjà un utilisateur conquis. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est ce changement. Alors, c'est pas forcément. Si, c'est un changement de prisme, mais c'est cette communication qui est très différente en mode Webflow. Au début, au moment où je l'ai connu, il y a de ça maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans, avait vraiment une communication pour les designers. C'était l'outil parfait si vous vouliez créer des sites pixel perfect, sur mesure, etc. Mais en termes de design, pour vraiment donner vie à nos idées. Et aujourd'hui, quand on voit la dernière Webflow Conf, ça communique sur des fonctionnalités de développement, la documentation pareil pour les développeurs, les applications qui arrivent, comment on vient connecter Webflow à l'écosystème. Enfin, on a une communication qui est quand même beaucoup plus portée sur les possibilités techniques et potentiellement aussi une communication à destination des développeurs. Et je trouve que c'est un revirement de communication qui est vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui,
face à Webflow, on a du Framer qui, eux, pour le coup, communiquent à 100% sur faites des sites beaux, faites des sites animés, etc. Webflow, ils ont dit non, ça c'est très bien, on sait déjà le faire de base. Maintenant, nous, on va beaucoup plus loin, on va au next step. Et le next step, c'est d'intégrer du développement, d'intégrer du code dedans. Et ça m'a bien marqué. Et j'ai l'impression que cette année 2022, ça a été, pareil, là encore, la charnière et ça a été le moment où ils ont changé dans leur com. Donc ça, c'est plutôt lié à Webflow. Et sinon, en ce qui concerne l'écosystème, en effet, Client First de FleetSuite est très bien, mais je trouve que c'est vraiment les attributs qui ont marqué l'année. Parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement une question sur deux dans le Slack qui porte sur les attributs, qui porte sur une intégration un peu spécifique des filtres, du chargement de CMS, etc. Et donc, je trouve que là, ils ont vraiment marqué un grand coup FinSuite avec ces nouveaux attributs et tout ce qui est possible de faire désormais et qui était impossible avant. Donc, ouais. Gros point. Trop bien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter des choses dans le, dans le chat ou de vive voix, vous pouvez nous dire. Si vous voulez, le temps qu'on réponde également à ce qui a été annoncé pour 2023 et qu'on reparle un petit peu de Weglot et de WeWeb pour finir, je vous ai prévu un petit pôle, la dernière question, elle est goldish. Vous pouvez ici voter et choisir du coup ce que vous avez préféré. Enfin, comment dire, est-ce que vous êtes satisfait de cette année 2022? Oui ou pas du tout, ou alors si vous avez un entre-deux. Je vous laisse choisir, comme ça on verra un peu la température générale sur cette année. Et puis du coup pour 2023, qu'est-ce qui a été annoncé? On a parlé de pas mal des choses. Logic qui va arriver en bêta ouverte, le membership, le multilangue qui arrive aussi pour les plans entreprises. Et voilà l'arrivée de DevLink, l'arrivée des applications et de la marketplace. Il y a beaucoup de choses qui prennent déjà forme dès aujourd'hui, mais voilà, gros sujet. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur 2 points. Donc Wise, sur lequel on reviendra juste après, et sur Weglot dans un premier temps, parce qu'en effet, on a du coup Webflow qui en a parlé officiellement. Il va y avoir du multilangue dans Webflow. Alors, multilangue, oui, pas de la traduction. Webflow ne va pas s'occuper de faire la traduction de vos textes. Par contre, vous aurez la possibilité de mettre des variations de texte ou des variations de contenu. Et donc ça va être assez intéressant, je pense, de pouvoir avoir ça en interne. J'attends de voir aussi, là encore, parce que sur le papier, c'est très beau. Et s'ils nous sortent un Logic-like avec un système hyper limité de multilangue, ça va être assez frustrant. Donc j'attends un peu de voir, de tester pour vraiment donner mon avis dessus. Mais je suis impatient de pouvoir tester. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui a été demandée depuis longtemps. Et du coup, il y a quand même, mine de rien, une communication parallèle avec Weglot, parce que Weglot disait, et on les a eu en live pendant la WebflowConf, sur le récap de la WebflowConf, et ils avaient l'air quand même assez sereins. On pourrait croire que ça va devenir des concurrents. Et non, pour eux, Weglot pourrait encore s'intégrer dans cette stack d'outils-là pour notamment traduire ce contenu et potentiellement peut-être les réinjecter dans ces champs créés par Webflow pour donner les contenus alternatifs. Donc je suis curieux de voir un peu l'avenir de Weglot, d'autant plus qu'ils nous ont fait une petite surprise de fin d'année, un cadeau de Noël, une augmentation des prix où on est pratiquement sur un x2 pour certaines offres. C'est pour les cadeaux de Noël. Pour les cadeaux de Noël, voilà. Si vous aviez des cadeaux de Noël à faire, oubliez, vous avez Weglot à payer. Donc vraiment, c'est douloureux pour ceux qui veulent se lancer dans Weglot aujourd'hui. On en parle souvent, mais le plan pro, 490 €, il proposait de faire quand même pas mal de choses dans Weglot. Maintenant, c'est 790 €, donc plus 300 €. On douille. On douille quand même pas mal. Donc, ouais. Après, ce qu'on ne sait pas derrière, c'est que probablement, peut-être, ces tarifs aussi sont justifiés. Il y a pas mal en fait d'outils no-code qui sortent aujourd'hui, qui ont l'air un peu sympas et qui aujourd'hui en fait nous donnent très envie de les tester. Et puis juste après, on se retrouve avec finalement des gros soucis parce que c'est pas ce que ça coûte en bande passante, c'est pas ce que ça coûte en serveur, c'est pas ce que ça coûte en dev dessus, c'est pas ce que ça coûte en marketing. Et en fait, on est obligé de faire x2 parce qu'en fait, ils ont fait de l'acquisition utilisateur et derrière, en fait, c'est pas du tout le vrai prix. Donc probablement qu'il y a aussi plein d'outils.
dont on ne paye pas le prix. Alors, je sais que c'est pas le sujet ici, mais typiquement dans le cas de Bubble, désolé, mais en fait, aujourd'hui, tu peux faire des choses incroyables pour 25 € par mois. Globalement, en fait, ça ne peut pas tenir. C'est pas possible. Et qu'ils fassent x2, x3, ça enlèverait rien à la beauté de leur outil, mais par contre, ça peut changer des business. Donc, il faut juste s'y attendre. Aujourd'hui, on est dans un moment où finalement les outils no-code, les gens connaissent pas encore trop. Du coup, l'idée, c'est en fait d'acquérir du monde, donc de donner un petit côté un peu pas cher. Et en fait, derrière, on va nous annoncer dans quelques mois, dans un an et demi, 2 ans, les vrais prix de ce que ça coûte. Et peut-être qu'effectivement, dans le cas de Weglot, aujourd'hui, l'idée, c'est que c'est vraiment ce que ça leur coûte. Ils ont besoin de ramener des sous. Peut-être qu'il va y avoir aussi d'autres features que ne va pas faire Webflow. Tu vois, donc, bien sûr. Mais ça montre bien qu'au bout d'un moment, une dépendance à beaucoup trop d'outils dans ta stack sur Webflow, tu vas te retrouver avec des choses comme ça. Et bon, le call avec le client, douloureux. Faut le préparer. Bonjour, c'est x2 sur le tarif. Ah bon? Non, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais bon, on va voir comment ça va être articulé, parce que c'est vrai qu'il y a annonce de nouveaux prix, mais pas annonce de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vraiment là, en effet, une correction, comme tu dis. Et on a vu côté Bubble, ça a été assez mal reçu. Les différents essais d'augmentation de prix, c'était compliqué. On peut terminer par le sujet Wised, qui est le gros rachat de FinSuite cette année. Donc Wise, qui était Wise.io dans sa V1, qui était fondée par Jonas, dont j'ai plus le nom, et qui a été du coup racheté par FinSuite. Et finalement, il y a assez longtemps, si mes souvenirs sont bons, c'est fin 2021 que le rachat a lieu. Mais pendant 1 an, ils ont travaillé en fond sans communiquer dessus, et ils ont annoncé ça que dernièrement. Donc du coup, avec une V2 qui était pratiquement prête à la commercialisation, du moins, pas à l'emploi, parce que c'est encore des accès réservés, etc. Mais c'est une très grosse promesse quand même de FinSuite d'offrir ce service-là, et donc d'aller beaucoup plus loin que du simple site vitrine, site de contenu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce rachat de Wise? Je trouve que déjà c'est beau quand même, parce que c'était quand même y a des rachats comme ça, je sais pas du tout combien ça a coûté, etc. Mais je trouve que dans le cas de FinSuite, ça complète complètement en fait leur stratégie. Et encore une fois, c'est pas pour faire le fanboy, mais là pour le coup, FinSuite il déroule, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Après, là on voit qu'il y a probablement deux visions sur Webflow qui vont s'affronter. La vision en fait de Webflow, qui est peut-être de faire du all-in-one, on en parlait tout à l'heure. Alors ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est peut-être leur sujet. Et globalement, je pense que c'est probablement ce qu'ils ont intérêt à faire, puisqu'il faut aller gratter des sous un peu partout et faire un outil qui est le plus incroyable possible. Et la vision FinSuite, qui se dit dans tous les cas, Webflow ne nous appartient pas, donc en fait on a une autre solution qui est la solution modulaire, et donc d'essayer d'aller dessus et de proposer un outil de ce genre-là qui s'intègre de manière le plus smooth possible à Webflow. Donc potentiellement, tu vois, pour le coup, un concurrent de WeWeb. Dans la manière dont c'est fait. Ça c'est un premier sujet. Moi, je suis un fanboy de WeWeb pour le coup, mais c'est parce que bon, il y a un côté franco-français et je pense qu'ils résolvent également pas mal de problématiques. Mais c'est là où va. Donc déjà, on va avoir en fait deux visions différentes, et ça va être une vision du coup pour faire de la web app. On va pas revenir sur le débat de la web app qu'on avait tout à l'heure parce que du coup, il y a des impacts en fait dessus. Et je m'étais amusé du coup à faire un petit en fait un petit comparatif des pricing si jamais tu voulais faire de la web app, parce que du coup le principe de Wiz ou Wise, je sais pas trop. Wise, j'appelle ça Wise. Ok. C'est du coup de te permettre en fait de créer finalement
une web app. Donc, tu dois set up en fait ton back-end et tu vas avoir Wise qui va justement venir récupérer toutes ces informations. Et donc, de ce que je vois en fait, il y a une vision en fait donc de proposer plusieurs pricing. Et donc, par exemple, aujourd'hui, si on veut faire de la web app, donc je donne 3 ou 4 possibilités. Soit tu prends Wise Pro, c'est 20 balles par mois, plus des transaction fees. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont un pricing où ils te prennent sur du Stripe dessus. Là, c'est un pricing qui est de l'ordre du Shopify. Tu vois, je trouve que c'est attention parce qu'en termes de business model, du coup, à calculer, c'est pas forcément facile. Ensuite, en termes de base de données, là, pour le coup, visiblement, il s'intègre avec pas mal. Il y a de la REST API et je crois qu'il y a du Xano. Donc, Xano, tu peux prendre, c'est du 60 € par mois. Ensuite, il faut rajouter également du Webflow, 23 $ par mois, t'en parlais tout à l'heure. Bien et sûr. également, on l'oublie toujours mais en vrai, il faut également avoir un workspace. Ensuite, pour avoir ça, tu peux avoir le free, on va dire. Pas forcément, oui, voilà, tu peux être en free, ouais. Tu peux être en free pour le coup, donc je ne l'ai pas compté dedans. Ouais, tu es environ à 100 $ par mois, plus les transaction fees qui sont élevés. Donc ça, c'est pour Wise Pro. Bubble, pour le coup, c'est l'imbattable du moment. C'est 25 $ par mois, all inclusive. Pour le coup, mais j'ai voulu faire le test en fait avec Xano pour vraiment respecter en fait sur ce qu'on avait fait avant sur Wise Pro, et tu es environ à 85 $. Donc bon, Bubble pour l'instant est certes moins cher, et sinon tu as une possibilité avec WeWeb, c'est 59 $ et 59 $ pour du Xano aussi, tu es environ à 120 $. Donc WeWeb en fait est plus cher, sauf que vraiment moi ce côté, le fait qu'ils prennent des transaction fees dessus, c'est compliqué parce qu'il faut aussi compter le fait que Stripe prend également des frais de transaction. Oui. Donc, au bout d'un moment, ça commence à faire frais sur frais sur frais sur frais. Je ne sais pas en fait à la fin combien coûte Wise. Et aujourd'hui, pour eux, ils essayent de faire des comparatifs, par exemple avec Bubble, qui ne sont pas du tout, en fait, me semble-t-il, pertinents, parce que, encore une fois, aujourd'hui, ils sont quand même assez neufs dans l'écosystème. Et même si Bubble a sûrement, on pourrait redire plein de choses dessus, mais la réalité, c'est qu'ils sont quand même assez costauds sur plein de sujets. Donc, moi, je suis un peu mitigé sur ça, mais je pense que ça va fonctionner leur projet. Mais par contre, il faut vraiment qu'ils aient une division dédiée et maintenant, il y ait une communauté qui soit très forte avec beaucoup de tutos qui partent dessus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, là, tu vois, je t'en ai cité Bubble, WeWeb, c'est 2 vrais concurrents pour faire de la web app en no-code. Ouais. Et l'idée de penser à Wise dans un premier temps, c'est pas du tout acquis. Donc, il y a un énorme travail dessus. J'ai pas parlé de Flutterflow, mais ils sont très forts aussi, et il y a possibilité de faire également de la web app. Donc, moi, c'est un peu mon sujet. Aujourd'hui, je suis pas sûr que, encore une fois, pour faire des web apps, je partirais sur Wise. Mais ça m'intéresse que tu me dises si toi, ce que tu en penses, justement. Moi, je n'ai pas le cas d'usage. Aujourd'hui, mes clients, ils n'ont pas le besoin d'aller sur du Wise. Donc, si j'ai besoin de monter sur En fait, je me suis posé la question à un moment où je cherchais une alternative à Teachable, qui est la plateforme de formation de la formation Unit. Et je me suis dit, OK, est-ce que Membership pourrait faire ça? Oui, sur pas mal de points, mais il y a un moment, l'affiliation, par exemple, ça, c'est pas gérable avec Membership de Webflow. Donc, il fait des solutions alternatives, et là, potentiellement, Wise apparaissait. Ce qui est intéressant, et je vous ai mis dans le chat, c'est le Showcase et le Help Center, ce qu'ils appellent le Intelligence Center. Et en gros, vous allez avoir des ressources qui vont vous permettre de découvrir comment c'est utilisé Wise, quel type de projet vous pouvez faire, etc. Et en fait, on se rend compte que vous pourriez techniquement faire en effet une plateforme de formation avec, et on le voit ici, un online course, pas ici, mais sur votre écran dans le showcase, online course, et vous auriez du coup cette possibilité-là. C'est un copycat de Teachable, c'est ouf. T'as vu ça? Donc du coup, c'est vraiment, ils ont pris le même nom, c'est le Teach. Et du coup, ok, c'est intéressant pour la partie contenu, mais j'ai toujours la même problématique côté affiliation. Et mine de rien,
sur des solutions toutes faites aujourd'hui comme Teachable, j'ai également un gain de temps colossal en termes de compta, en termes d'admin, en termes de gestion des apprenants, etc. Il faudrait littéralement que je pose un mois ou un trimestre pour tout reconstruire sur une plateforme avec Wise et Webflow. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai pas forcément un cas d'usage pour aller sur cette solution-là. Et de ce que je vois, c'est un accès fermé pour le moment. C'est vraiment sur invitation. C'est au compte-gouttes. On est encore également sur plein de showcases en coming soon. Donc, on peut même pas encore voir ce qui est possible. J'ai l'impression qu'ils pensaient qu'en un an, ils allaient pouvoir, avec la collab Wise de 1 et FinSuite, créer leur vision de Wise de 2.0. Mais voilà, et la réalité est qu'aujourd'hui, on a assez peu de contenu. Dans le Intelligence Center, c'est assez limité également. Donc bon, j'ai hâte de voir ce qui sera possible de faire, mais à date, c'est pas une solution sur laquelle je me dis bon, j'ai une web app où j'ai un besoin un peu spécifique à faire, je vais aller chercher Wise. C'est pas la solution que je recommande, et tu vois, j'en parle pas ni dans la formation ni ailleurs. Juste, ça vaut le coup de surveiller, mais à date, bon, je laisse de côté pour le moment. Ok, pareil. Seb, il pose une question. Moi, j'ai pas du tout d'avis sur ça. Je sais pas si toi, tu as un avis. ClickFunnels, c'est. Alors, je connais pas le LearnyBox, mais ClickFunnels, c'est un système pour générer des sites, des pages relativement simples. On est vraiment sur du drag and drop pour le coup, mais je connais assez peu et ça a l'air assez limité. ClickFunnels, on n'est pas forcément sur de la formation, c'est l'un des composants, mais en fait. Alors, comment c'est le nom attends, je vais le retrouver. Donne-moi un instant. On m'a approché pour une plateforme de formation aussi. Une plateforme de formation, c'est ce qu'on appelle un LMS, justement, Learning Management System. Pour moi, le truc le plus important, parce qu'effectivement, du coup, moi aussi, dans un premier temps, je suis aussi sur Teachable. Ce qui était le plus intéressant par rapport aux autres plateformes, c'est qu'ils ont une API et du coup, tu peux quand même automatiser pas mal de trucs avec Make. Encore une fois, on y revient, mais donc, encore une fois, c'est pareil, hein, pour nous deux, c'est aussi un business et donc, du coup, c'est aussi un écosystème à maîtriser. Et du coup, il faut vraiment que tu regardes en fait des LMS qui ont une API avec le plus de endpoints possible pour te permettre en fait d'avoir le plus de possibilités possibles. Non, possibilités possibles, c'est beaucoup trop possible. Mais pour surtout être le plus flexible possible. Voilà. J'avais testé un petit peu. Moi, j'ai démarré sur Teachable parce que c'était la plateforme que je connaissais et que je suivais sur d'autres formations. Et on avait un petit peu comparé avec Podia, qui utilise la team de contournement notamment. Et on m'a, du coup, là, j'ai retrouvé le nom. On m'a pitché Schoolmaker dernièrement. Et en fait, en confrontant mes besoins et ce qui était possible de faire sur Schoolmaker, sur Podia, tu sais qui a fait Schoolmaker? Non. C'est le mec de Marketing Mania qui a sorti ça. Ah, ok. Voilà. Ah bah, bon à savoir. Ah bah tu vois, moi c'est un des employés Alexandru que j'ai eu, mais tu vois, en effet sur le papier il y a plein de choses hyper intéressantes pour la formation, mais il y a des besoins assez spécifiques. Besoin numéro 1, vous allez vite comprendre, les francophones ne sont pas qu'en France, donc on a des taux de TVA différents, donc il faut appliquer ça sur le pricing, il faut appliquer ça sur le système d'affiliation, il faut créer la facturation correspondante, enfin, c'est vraiment déjà une tannée, rien qu'en termes de compta et d'admin, et derrière, comme tu disais, moi je vois que Teachable, Podia peut le faire, mais avec un scope relativement réduit, mais il n'y a que Teachable qui permet d'automatiser autant de choses. Et ça, c'est quand même un gain de temps colossal. Et voilà, et en effet, en termes de cas d'usage, c'est la chose que potentiellement je pourrais refaire sur un Wise, mais le temps à passer et je suis même pas certain de pouvoir tout faire, font qu'aujourd'hui, non, je reste sur une solution toute faite. Donc voilà, les cas d'usage un peu spécifiques comme ça, sur du Wise, ils sont encore assez réduits. J'ai un peu de mal à les estimer. Peut-être on a souvent le besoin d'avoir un module de réservation. Vous savez, sur un site, besoin de réserver à une date et que potentiellement, au bout de 3 réservations à cette date-là, on ne puisse plus réserver pour cette date-là, etc. Souvent, on a des systèmes un peu tout faits, du calendrier ou des systèmes similaires.
Là, je me dis, là, il y a peut-être un cas d'usage où on stocke les choses dans une base de données, et puis quand le quota est atteint, Wise arrête de rendre la possibilité de réserver, etc. Je me dis, il y a peut-être des solutions comme ça. Mais là encore, est-ce que le temps de tout recréer, ça vaut le temps le prix qu'on va payer pour un outil tout fait? Encore une fois, sur la partie use case, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé de use cases qui sont B2C. L'objectif, c'est qu'en fait, le gros business de toutes les personnes qui sont là, si jamais vous êtes freelance, c'est que vous allez beaucoup travailler pour du B2B. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que, je ne sais pas, il y a une petite boîte de logistique dans le Vercors qui vient vous voir et ils ont besoin effectivement d'automatiser leur process, d'avoir une visibilité, un front qui fonctionne. Est-ce que vous prenez du Wise pour faire ça, ou est-ce que vous prenez autre chose pour faire de la web app? C'est plutôt le type de use case qui me paraît intéressant à travailler finalement en 2023, plutôt que refaire encore un énième job board qui du coup va pas avoir d'intérêt. Et puis juste pour sortir du lot, il faut être une telle machine que moi j'ai pas d'idée du commencement, du début, de comment est-ce que ça marche. Par contre, si on s'intéresse au use case des TPE, PME ou en fait des entreprises françaises qui galèrent d'un point de vue digital, je pense que là, pour le coup, c'est là-dessus qu'il faut aller regarder si ces outils-là, ils sont pertinents. Et encore une fois, le point qui est important, me semble-t-il, c'est également d'aller regarder si lorsque vous utilisez un outil pour faire de la web app, il y a une communauté. C'est ça qui est vraiment très important dessus, parce que la communauté, c'est celle qui va vous aider. Donc, dans le cas il y a Init effectivement pour Webflow, mais ensuite il y aura, est-ce que Wise, ils ont vraiment un support qui va le faire? C'est un vrai point. Donc voilà. Sinon, notre approche, il y a Codap, enfin un petit élément, petit image à Xavier qui n'est pas là. On lui passera le mot, Florian. On lui passera le mot. Top, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. 1h40 de contenu, c'était quand même hyper cadencé, hyper intense, mais ravi de voir que vous êtes restés jusqu'au bout. Vous êtes les grands gagnants de cette session. Franchement, moi, ça m'a fait hyper plaisir. Je fais un petit point récap, mais on a eu un mois de décembre assez chargé. Donc, ravi de voir que vous avez suivi ça avec attention. Je reconnais des noms ici que j'ai pu voir sur les différents lives. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous avez suivi le format et que vous avez été présent pour suivre ces sessions. Donc, voilà, je suis ravi de les avoir proposées avec vous. Ravi d'avoir eu des invités exceptionnels comme Milan, par exemple, aussi. Oui. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça l'année prochaine. Alors, évidemment, avec un rythme réduit. Comme on disait, un live par semaine ou un live toutes les 2 semaines, mais vraiment, ça va être un live plus agréable pour vous et que vous puissiez aussi suivre en replay et pas avoir l'impression de ne pas avoir le temps, d'être submergé peut-être par le contenu, ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc, voilà. Et donc, si je ne vous revois pas, n'hésitez pas à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, à profiter, prendre du temps off et savourer le temps en famille. Et puis, sinon, on se revoit, je le rappelle aussi, demain, donc le jeudi de 13 à 14 pour la session Cowork. Donc, c'est une session... une section FAQ en fait, où on va venir poser des questions sur le design, le freelance, Webflow, et puis on va y répondre. On va également résoudre tous les bugs qu'ils peuvent avoir sur des projets clients ou autres. Et vendredi, pour tous les membres de la formation, on se retrouve également en session Cowork.js avec Armand, qui n'est plus là, qui est parti. Mais pour avoir un focus sur JavaScript. Donc, voilà, un programme de semaine qui se termine tranquillement, mais vous allez pouvoir partir en vacances de fin d'année avec du contenu à regarder en replay ou des ressources plein la tête. Merci Milan pour ce live encore. Merci beaucoup à toi pour tes invitations, c'était cool, au plaisir de revenir en tout cas en 2023. Un grand bravo à ce que tu as fait parce que c'est vraiment une communauté dynamique et je suis très très impressionné par ton travail et la qualité. Donc voilà, je pense que c'était aussi à mettre en avant. Bravo à tous, à ceux qui se mettent également à Webflow. Merci aux gens qui sont restés jusqu'à la fin. C'est génial. Un grand bravo, bonne fête et à très bientôt. Du coup. À très bientôt tout le monde. Si vous êtes en replay, si vous êtes arrivé en cours, il y a le replay disponible dès demain. On va essayer de mettre ça dès demain. Ça va dépendre du temps de process. Mais dans tous les cas, on se retrouve très rapidement, soit en fin de semaine, soit l'année prochaine. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À très vite. Ciao, ciao. Salut tout le monde. À plus. Ciao, bye.